Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pranatena. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine, une de nos étudiantes de la promotion numéro 2, à peu près en début-milieu de parcours de première année. Coucou Sandrine. Coucou. Sandrine, je précise que tu es en direct de Dakar, au Sénégal, et que ça nous permet de faire un petit peu le point aussi sur ton parcours dans l'école en tant qu'étudiante qui suit une partie à distance. Et avant d'aller là-dedans, bah, si tu le veux bien, moi j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir naturopathe. Alors on va faire assez court. C'est une longue histoire. Ça fait déjà plusieurs années que je dirais que je fais des tentatives. Voilà, tout ce qui concerne, je dirais, le bien-être, le mieux-être de la personne m'a toujours attirée. J'ai une expérience passée d'acteur humanitaire. Bon, j'ai fait ça durant une vingtaine d'années, même si je travaillais pas du tout dans le milieu du soin à la personne, j'étais toujours et en grande partie avec des équipes qui assuraient le soin à l'autre. Donc ça, je dirais que mes cordes ont généralement toujours été très sensibles à ce que l'autre se sente bien. Et puis j'ai commencé évidemment il y a un certain nombre d'années à m'intéresser sur tout ce qui était plutôt alternatif. C'est vrai que je trouvais que tout ce qui était approche allopathique restait quand même assez limité. Il n'y avait pas du tout cette connexion, en tout cas, il y avait un éloignement évident par rapport à la nature qui nous entoure, par rapport à ce que nos anciens finalement ont pratiqué depuis des milliers d'années. Donc j'ai commencé à m'intéresser à des médecines traditionnelles. C'est vrai que le fait est de passer par la case continent africain où la tradithérapie est encore très présente. J'ai toujours été curieuse pourquoi nous, par exemple, les organisations humanitaires qui travaillons dans le médical, bah, pourquoi finalement ces bénéficiaires-là, ces personnes-là, on les intègre pas pleinement dans nos programmes. Donc voilà, moi, ça a fait partie des grands questionnements à un moment donné. Et du coup, je me suis intéressée. J'ai été chercher des bouquins précisément sur les plantes du Sahel. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur environnement. Puis voilà, petit à petit, à un moment donné, j'ai eu la possibilité, lors d'une de mes expériences en Amérique latine, d'approcher la médecine traditionnelle chinoise. J'étais fascinée par le souffle. J'étais fascinée ce qu'on était capable de faire avec le souffle. Et j'ai eu la chance de rencontrer un ancien médecin qui est venu à la médecine traditionnelle chinoise d'origine espagnole et qui avait ouvert une école précisément là où j'habitais en Amérique latine. Et je me suis dit, bon, allez, ça va être un énorme challenge pour moi parce que ça se fait dans une langue qui n'est pas la mienne, mais j'y vais. Je m'y inscris et je vais jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au bout, j'ai ramé avec toutes les lettres majuscules, parce que quand on fait pas ça dans notre langue maternelle, je peux vraiment expliquer à quel point ça peut être compliqué. Je pense que déjà dans notre langue maternelle, c'est un monde qui est bien loin du nôtre, avec des références qui ne sont pas les nôtres. Donc, ajoutant la dimension langue étrangère, ça a été assez compliqué. Et puis, ma découverte du yoga, mon approche du yoga, j'ai découvert le yoga sous la forme d'abord du yoga thérapeutique, hein, donc comme quoi finalement l'univers m'envoie plein de messages. À chaque fois, il y a toujours cette dimension de, bah oui, du bien-être, du mieux-être. Mais voilà, yoga thérapeutique, c'était bien. Il me manquait la dimension spiritualité, donc je suis allée chercher encore un peu plus loin. Je suis allée me balader en Inde et là j'ai découvert aussi la médecine indienne et la médecine ayurvédique dans une langue qui est évidemment encore pas la mienne. Et voilà. Et en fait, à chaque fois, j'allais chercher. Je suis maman de deux enfants. C'est vrai que quand j'avais la possibilité d'éviter d'utiliser des médicaments, de pouvoir aller chercher un petit peu ce qu'il y avait autour de moi, de trouver des approches très simples, et puis être très attentive sur l'alimentation. J'ai toujours considéré que tout ce qu'on mettait en nous, mais il y avait certainement des phénomènes qui se produisaient, phénomènes que j'ignorais totalement, mais qui faisaient que ça donnait de bons résultats pour certains, de moins bons résultats pour d'autres. Voilà. Et donc, j'ai cherché au moment du Covid, je me suis dit, tiens,
il y a plein d'écoles finalement qui commencent à se mettre sur les comment dire des enseignements à distance, ce qui était absolument pas envisageable, je pense, avant le Covid. Et je me suis dit, bah, tiens, ce serait peut-être intéressant que tu commences à chercher. Et là, j'ai commencé à chercher, j'ai regardé différentes écoles et j'étais, je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui me faisait hésiter. J'hésitais entre finalement plutôt me diriger vers l'Ayurveda où je me sentais plutôt quand même assez à l'aise avec cette approche. Puis d'un autre côté, je me disais, oui, mais l'Ayurveda, finalement, je vais me cantonner à une approche qui finalement est très loin de notre vision occidentale. Et malgré tout, je vais quand même être amenée à travailler principalement, à collaborer avec des Occidentaux. Est-ce que je suis pas quelque part en train de réduire ma possibilité de connaître plein de choses et de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes? Et je continuais de chercher. Donc voilà, j'ai été très intéressée à un moment donné, plus par des écoles qui étaient assez, je dirais, assez axé sur tout ce qui était neurosciences. C'est vrai que c'est un monde que je connais pas du tout et qui me fascine. Mais ces écoles proposaient un travail très individuel et vivant loin, me sentant malgré tout très loin et un peu dans une sphère différente, je me suis dit, ouais, c'est bien, ça va marcher, ça va marcher quelques mois et puis je vais m'essouffler. Et il fallait que je trouve une école où je me sente appartenir à une école, je me sente euh, drivée par comment dire, une façon de voir les choses qui soit commune, une vision en fait. Je pense que j'avais pas trouvé. Et c'est en échangeant en fait, en cherchant sur Internet et puis j'ai eu la chance en fait d'échanger avec quelqu'un qui vit ici à Dakar et qui a commencé à me parler de Pranatena, qui venait de s'inscrire à Pranatena et qui m'a envoyé certains documents qu'elle avait reçus de l'école. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même un sacré morceau. Est-ce que je vais vraiment être capable de m'engager là-dedans? Voilà, j'ai plus 20 ans. Est-ce que vraiment j'ai intérêt à partir dans un engagement aussi long, aussi intense? Et puis, elle a commencé à me parler justement de cet esprit, d'être vraiment rattaché, d'être un élément à part entière d'une école, un élément à part entière de la construction d'une vision. Et là, je me suis dit, let's go, j'y vais. Allez, je lance ma candidature, j'hésite pas 2 minutes. Et j'ai pas hésité 2 minutes et je suis vraiment ravie d'être là où j'en suis maintenant, même si c'est pas simple tous les jours, même s'il y a plein de remises en question, même s'il y a plein d'angoisses parfois qui se mettent en place. Ça ne rabaisse pas, en tout cas pour le moment, et je croise les doigts, ça ne le fera pas. Ma motivation reste bel et bien là. T'as dit beaucoup de choses là dans tout ça. Je te remercie Sandrine pour ce partage. C'était incroyable. Donc si je résume, toi quelque part, tu découvres un peu l'univers de l'accompagnement par la MTC, par le souffle, par le yoga. D'abord d'un point de vue thérapeutique, ensuite un peu plus la branche spirituelle du yoga, qui souvent est un peu plus celle qu'on côtoie d'ailleurs en Occident au quotidien. C'est étonnant pour un peuple occidental très déspiritualisé, je dirais, en dehors des approches dogmatiques religieuses. Bah, en fait, souvent, le yoga qu'on côtoie, c'est celui qui est un petit peu plus spirituel et un peu moins thérapeutique. Encore moins l'Ayurveda. T'hésites avec ça. Et finalement, toi, il y avait un truc qui t'appelait. Tu disais, tu cherchais ces écoles qui proposaient des trucs à distance. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi finalement la naturopathie en tant que telle? Qu'est-ce qui t'appelait dans cette démarche de la naturopathie? Pour moi, la naturopathie, en tout cas, la vision que j'ai pu en avoir au travers de mes lectures et puis surtout des différents échanges que j'ai pu avoir avec différentes personnes et en particulier avec l'école Pranatena, c'est comme avoir se doter d'une boîte à outils. Une boîte à outils qui va nous permettre de pouvoir accompagner les personnes à connaître ces outils et à bien les utiliser eux-mêmes. Et voilà, l'idée, c'est pas et j'aime bien le mot accompagnement. Pour moi, c'est extrêmement important. On n'est pas là pour simplement donner des conseils ou orienter une personne. On l'accompagne, ça veut dire qu'on la soutient parce que c'est un cheminement qui va lui demander, pour certaines personnes, qui vont leur demander des efforts incommensurables, des efforts qui peuvent être très difficiles à dépasser. Et donc, c'est important qu'on soit présent,
qu'on soit présent, ça veut dire être capable de développer notre capacité à écouter la personne, notre capacité à s'adapter à la personne, parce que Madame X n'a rien à voir avec Monsieur Y. Même s'il présente je dirais des soucis quasiment identiques, pour autant, ça reste des individus à part entière. Et c'est ça, personnellement, moi, qui me parle dans la naturopathie. C'est prendre l'individu dans sa globalité. C'est pas simplement aller se focaliser sur tel ou tel souci. Ce que finalement, dans les approches même traditionnelles, hein, que ce soit en médecine traditionnelle, alors médecine traditionnelle peut-être un petit peu moins, mais quand même, on va quand même aller cibler le problème de la personne. En ciblant le problème de la personne, oui, évidemment, on va lui donner des explications beaucoup plus larges, beaucoup plus amples, mais pour autant, on va quand même se focaliser précisément sur ce problème-là. La naturopathie, on prend vraiment la personne dans son ensemble. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et parce que finalement, on va aller utiliser plein d'outils, un peu comme un marionnettiste en fait. On va avoir tous les différents fils, on va tisser un lien au travers de ces fils avec la personne et on va l'aider à avancer différemment pour aller bien, pour aller mieux, pour faire d'elle ce qu'elle a envie de faire d'elle. En fait, il te manquait cette toile de maillage entre les choses pour permettre la pleine expression de la santé et être un peu moins dans problème égal. On agit de façon ciblée ici, et c'est vrai qu'on le retrouve aussi en MTC avec les syndromes, avec l'acupression ou l'acupuncture, avec certaines pharmacopées, ce genre de choses où finalement on vient activer là où on pense qu'il y a un vide énergétique, là où il y a un trop-plein, une plénitude, toutes ces choses-là. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour permettre à l'organisme psychique, physique, physiologique, etc., d'être dans un état de pleine expression de la vie. Et effectivement, on le retrouve finalement assez peu dans beaucoup d'approches. Souvent, on est un peu dans qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas. Ensuite, il y a des hygiènes de vie, de tout ça, mais pas forcément aussi poussées. Et la naturopathie, en permanence, c'est qu'est-ce que je fais pour revenir à la promotion de ma propre santé comme étant évidente, en fait. En tout cas, dans la manière dont on le perçoit. Donc toi, finalement, tu te rends compte que tu as besoin de ça. Ce que tu nous décris après, c'est que donc tu tombes sur, donc tu cherches un peu, t'hésites avec les écoles à distance. D'ailleurs, je te rejoins sur le fait que c'est un des bénéfices collatéraux du Covid. Oui. Le fait que beaucoup d'écoles aient développé des choses de meilleure qualité à distance, alors qu'il y avait déjà des écoles qui formaient à distance, mais c'était pas foufou. En tout cas, souvent il y avait beaucoup de critiques et de manquements qui étaient indiqués par les personnes qui avaient hésité. Il y avait les écoles en présentiel qui, elles, ne démordaient pas qu'on peut pas former des gens à distance, comme si Harvard, Stanford et toutes les grandes universités américaines le faisaient en faisant n'importe quoi, hein, comme c'était connu pour être des universités de mauvaise qualité, à 250 000 $ la scolarité. Et puis ensuite, donc tu finis par trancher, tu tombes chez Pranatena. Moi, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est déjà comment ça se passe quand tu découvres cette vision-là, au-delà des contenus de cours qu'avait pu te partager cette étudiante également présente sur Dakar. Et, euh, et, et quelque part, c'est qu'est-ce qui t'a parlé là-dedans pour te dire, là où d'habitude je passe pas le cap, cette fois j'ai envie de passer le cap. Alors, je pense qu'il y a une partie de moi où je me sentais, voilà, j'avais passé du temps à chercher, c'était le moment pour moi aussi. Il fallait pas non plus que je passe encore des lustres à essayer de trouver. Soit je le faisais maintenant, soit je ne le faisais pas. Voilà, je pense qu'à un moment donné, mais je dirais que c'est vrai que le genre de vie que je peux mener, où je suis amenée à changer de pays régulièrement, euh, le distanciel, c'est une chose. Avoir accès à des cours à distanciel, c'est une chose. C'était très important pour moi, sans aucun doute du fait de la vie que je mène. Mais c'est vraiment cette dimension de euh, être faire partie de cette famille. Hein. On emploie beaucoup le terme famille à Pranatena et je pense que ça résonne
fort en moi. Ça résonnait au moment où j'ai entendu les premières fois, j'ai entendu ce terme. Mais aujourd'hui, c'est encore plus évident. Ça veut dire que je ne, même si je devais avoir des doutes quant à mes capacités, parce que ça m'arrive régulièrement de me dire je me pose encore la question, c'est pas que est-ce que j'ai fait le bon choix par rapport à l'école, c'est plus est-ce que moi je vais avoir vraiment les capacités pour. Je me pose pas la question si j'ai fait le bon choix par rapport à Pranatena parce que j'y trouve même si je ne me sens pas isolée. C'est ça que je veux dire, c'est que à aucun moment aujourd'hui je ne me sens isolée. Au contraire, je me sens tirée par quelque chose, je me sens poussée par quelque chose. Le fait est que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer certains élèves en présentiel au mois de fin août. Alors ça, je pense que ça a été la cerise sur le gâteau. Franchement, parce que ça nous a permis de créer des liens, de se sentir voilà, les moments où on est un petit peu down, on se passe les messages de se dire, faut pas hésiter. Les moments où on se sent un peu perdu par rapport à nos révisions, par rapport à notre apprentissage, ou simplement on se sent perdu dans notre quotidien par rapport à nos difficultés, des difficultés auxquelles on est confronté. Voilà, je sais que je vais avoir une écoute, je vais avoir une oreille attentive. Je vais pas avoir une simple oreille, je vais avoir une oreille attentive. Finalement, comme je disais il y a quelques jours à quelqu'un, je lui disais, bon, finalement, je vis à Dakar, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé mon école, j'ai un rythme quand même voilà, c'est un peu réglé comme du papier à musique, on va dire, avec mes activités d'enseignement de yoga et je continue de voir avec beaucoup de plaisir les étudiants en yoga que j'ai, mais mais finalement, je rentre à la maison et je sais que voilà, je vais être fort occupée et je me sens pas seule. Je me sens pas éloignée et donc ça, pour moi, c'est une dimension que je ne suis pas certaine que j'aurais pu connaître avec d'autres écoles. Non. C'est beau ce que tu racontes parce que pour l'humain, être esseulé, c'est pas un élément psychologique de névrose, c'est reptilien, c'est de la survie. Être Ouais. isolé d'un groupe, c'est activer la part de soi archaïque qui en fait a peur de pour sa survie, sa capacité de reproduction, sa capacité à se faire attaquer, d'être menacé en permanence. Et on est dans un monde où on a tendance vraiment à nous diviser les uns les autres et à nous esseler. Donc les familles sont de plus en plus fragmentées, les gens partent à l'autre bout du monde, etc. Donc ça a plein de choses positives. Toi, tu as découvert le monde. On parlait précédemment, juste avant de démarrer, de tout ce que ça a pu t'apporter d'aller découvrir plein de pays par rapport à l'époque où tu étais en métropole française. Et je trouve ça beau et à la fois, des fois, de se retrouver seul face à un ordinateur, à des cahiers de cours, à des fiches de cours, à des vidéos, quoi que ce soit, ça dit rien de ta capacité à apprendre, mais ça peut dire tout de l'impression finalement de ne pas être inclus dans un groupe. Et en plus, quand on consacre du temps à ça, très souvent, il faut faire des choix. C'est peut-être du temps qu'on a un peu moins sur certains loisirs, un peu moins, parce que on essaie de faire rentrer ça dans notre vie. Donc forcément, comme ça, on veut que ça prenne une grande place, il faut lui donner une place. Donc des fois, c'est peut-être une fois de temps en temps, c'est un dîner de couple qui n'aura pas lieu parce que c'est un jour de révision ou un jour de travail. Peut-être c'est un truc par rapport aux enfants où on a délégué au conjoint ou à quelqu'un d'autre. Et donc, au lieu d'avoir du temps pour d'habitude, là, on a du temps pour ça. Si ce temps, je me sens seul et complètement isolé d'un groupe, chez certains, ça active vraiment une crainte pour la survie qui est archaïque, qui est reptilienne, qui est naturelle en fait, qui est instinctive, qui est profonde. Et au contraire, donc là, tu me dis, et toi, c'est très drôle parce qu'en plus, tu as une distance géographique. On n'a pas 10 000 personnes sur le continent africain quand même. Hein, donc Dakar, c'est à l'autre bout du monde. C'est pas un décalage horaire de 28 heures non plus. Non. Ça va. Et pourtant, malgré l'espace et le fait qu'il n'y ait pas 10 000 personnes à Dakar avec toi, tu te sens pas seul. C'est Non. incroyable, tu vois. Non, Ouais, du tout. Du tout. et donc là, Et, tu vis ça comme si tu fais partie d'un groupe. ah oui, complètement. Complètement. Aujourd'hui, je me sens pas. Non, je me sens absolument pas isolée. Je dirais même presque à dire que l'isolement physique n'a plus d'influence particulière sur moi. D'accord. Non.
Donc ça, c'est un point important parce qu'on a beaucoup de gens quand même partout sur la planète ou dans des régions reculées, même en France métropolitaine, qui nous disent des fois, j'ai peur de me retrouver seul si je fais une formation. Alors, c'est dur pour nous de vous garantir que dans d'autres écoles, ce sera comme ci ou comme ça, parce qu'on n'y est pas et qu'on ne le gère pas. Mais déjà, soyez attentifs à ce qui vous est proposé quand vous envisagez de faire ce genre de choses, comme Sandrine qui a bien enquêté, etc. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur de l'enceinte de l'école, qu'elle soit virtuelle ou physique, il y a une connexion, il y a un esprit de famille très fort et les gens sont pas seuls et livrés à eux-mêmes. Sauf pour certains qui me le disent des fois, ils préfèrent se mettre vraiment dans leur bulle et se mettre en retrait des échanges avec les autres parce que c'est leur fonctionnement et que ça leur va bien comme ça. Mais en dehors de ça, tout est mis à disposition pour qu'au maximum on ait la connexion qui s'opère. Et d'ailleurs, la plupart des gens me disent, bah, j'ai plus de contact avec des gens avec qui je partage des valeurs en étant à l'autre bout du monde qu'avant, même au niveau local. Donc Oui. c'est incroyable. Ouais, mais c'est ça aussi. L'émulsion, elle est possible parce que, parce que finalement, on arrive tous et toutes avec des expériences de vie, des expériences professionnelles, des histoires très très différentes, vivant dans des endroits aussi très très différents. Et malgré tout, aujourd'hui, si on se retrouve, comme on a pu le faire à Compiègne, on a l'impression de parler avec des personnes comme si on les connaissait depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce que simplement, on va dans la même direction. On a des bagages différents, mais on va dans la même direction. On est dans le même. On a vraiment l'impression d'être sur le même bateau. C'est clair. Et avec des valeurs importantes, des valeurs qui grandissent. Ça aussi, c'est important pour moi de le manifester. C'est que au fur et à mesure qu'on avance, là, ça fait que 6 mois hein, qu'on a commencé avec Pranatena, mais il y a quelque chose de très puissant, qui grandit au fur et à mesure, qui s'installe, qui transforme. Ça, c'est vraiment très très important. La transformation, elle est pas seulement dans notre quotidien, elle opère aussi en nous. La façon dont on voit les choses, la façon dont les gens vont nous parler de certaines choses, ça va aller titiller certaines choses en nous et nous dire ah tiens finalement moi ça m'arrive régulièrement maintenant quand les gens me parlent de quelque chose, je vais pas aller très aisément leur donner un conseil parce que je suis pas encore rendue à ce stade-là et que je vais être prudente dans ce que je dois annoncer aux gens. Évidemment, si je suis plus ou moins sûre de mon coup, parce que je l'ai expérimenté, parce que je sais que je prends pas trop de risques, oui, mais et encore, sachant que chaque individu est propre à son histoire propre à lui, sa mécanique propre à lui, je fais très attention. Mais en tout cas, moi, ça va stimuler des choses. Je vais aller faire des recherches. Je dis, ah tiens, finalement, ah oui, tiens, Daniel nous avait dit ça. Ah ouais, bah ouais, ok, au niveau du système digestif, bah ouais, c'est évident que le système digestif a sa grande part dans nos poumons qui réagissent et qui se mettent à tout sauter. Voilà, pour moi, il y a des choses très, très évidentes qui se mettent en place et, euh, et oui, c'est facile quand je parle avec les éléments de ma promotion. Bah, cette transformation, je vois qu'elle s'opère aussi tranquillement et sûrement chez eux. Donc ça nous rapproche encore plus. Mhm. Et ouais, c'est le but, c'est de passer de particulier passionné à professionnel de l'accompagnement qui vise la destination de l'idéal que représente la naturopathie, c'est-à-dire un plein épanouissement, pleine expression de la vie, donc santé, joie, à l'aise avec les situations qui m'entourent, même quand je suis challengé et quand il m'arrive des choses. On voit des gens vivre des choses traumatiques extrêmement graves et qui ne se transforment pas en trauma ou en traumatisme, mais qui se transforment en croissance post-traumatique. Ça s'apprend aussi, ça se travaille, c'est de la résilience et toutes ces choses-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est vous aider à passer de ce passionné particulier, entre guillemets, ou un individu lambda, à professionnel de l'accompagnement qui sait processer ces choses-là en lui. Parce que comment apprendre à quelqu'un à faire ce travail si soi-même on frictionne sur tout et n'importe quoi? On préfère que vous le viviez dans un cadre effectivement sécuritaire. Alors je précise une chose parce que
C'est vrai que tu as parlé de présentiel, tu as parlé que tu es à Dakar, que du coup tu étudies des trucs et tout ça. Pour ceux qui savent pas comment se passe notre cursus, je le dis en 2 mots. Tous les mois, les étudiants ont des cours en e-learning, ce sont des vidéos avec des supports PDF, des vrais cours filmés par toute notre équipe. C'est du vrai matériel vidéo. D'ailleurs, tu l'as vu en venant à Compiègne, c'est quand même, c'est pas un téléphone ou un iPhone posé à 1 mètre du prof, hein, comme j'ai déjà suivi des cours dans le passé. C'était cool, mais c'était vraiment pas la même chose. C'est assez souvent impressionnant la première fois qu'on arrive dans la salle. Même moi, des fois, quand je reviens après 2, 3 mois sans avoir été, en ayant été en déplacement, je me dis c'est vrai quand même à chaque fois. Et donc, les cours, ce sont des cours de cet ordre pour la partie un peu plus théorique. Ensuite, il y a des journées en visio qui permettent de reprendre une journée le cours avec le formateur ou un formateur complémentaire de façon à revoir ce cours-là en synthétique et qu'est-ce qu'on peut mettre en application, comment, avec un autre angle en général. Une journée de mise en pratique de la posture d'accompagnement, c'est très souvent avec moi où on va travailler sur ça, travailler sur nos blocages, pourquoi est-ce que j'ai du mal à transmettre cette information quand je veux indiquer à quelqu'un expliquer ce mécanisme, comment je fais pour enquêter sur ce mécanisme, comment je fais pour devenir un professionnel et enlever ce qui frictionne en moi qui m'empêche de l'être pleinement. Et puis les étudiants ont bien sûr des webinaires questions-réponses, des coachings de groupe, des supervisions, des choses comme ça. À côté de ça, il y a la partie présentielle, c'est-à-dire que le cursus peut être suivi intégralement en distanciel si quelqu'un le souhaite, mais régulièrement on fait des choses en présentiel. Là, c'était un cours de technique de coaching naturopathique que j'ai animé, que beaucoup ont suivi à distance et ils en étaient très contents. On peut aussi suivre en replay si on n'est pas dispo. Mais c'est vrai que on propose de venir en présentiel lorsqu'il y a un peu plus de pratique à superviser, que c'est cool d'être en groupe et de vivre un peu cette énergie. Donc c'est entre 1 et 3 fois par an. C'est pas obligatoire. Il y en a qui étaient là du Mexique, il y en a qui étaient là de différents endroits. Ouais, Lorsque tu es venu, toi tu étais là de Dakar, il y en a qui étaient là du Canada. Enfin, il y avait du monde Canada, hein, ouais. qui était présent. Mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que certains n'ont pas le budget pour prendre un billet, ne souhaitent pas le faire, ils viendront une autre fois, ou pas du tout, c'est ok. Mais disons que c'est un truc qu'on propose sur certains modules. Donc comme ça permet de voir parce que on se dit putain, j'ai peur d'être seul dans un truc distanciel. Finalement, je suis en présentiel à Compiègne avec les autres. Je sais que pour certains, des fois, me disent mais c'est quoi que vous proposez et ils connaissent pas forcément. Et du coup, dis-nous, toi, Sandrine, tu me disais quand je parle avec les autres et que je les rencontre là à Compiègne, c'est comme une évidence. Parle-nous un peu de la rencontre avec la promotion numéro 1 qui s'est passée quand tu es venu à Compiègne et que tu as dû travailler avec des gens qui ont qui ont 2 ans et demi finalement de cursus dans les pattes. Bah, je dirais, alors, première, première sensation, enfin, un sentiment de ma part, c'est j'osais pas trop, voilà, je restais plutôt avec les éléments de ma promotion. Je pense que les quelques premières heures, on voyait bien qu'il y avait qu'il y avait deux groupes. Hein. Il y avait la première promotion et la seconde. Et très vite, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que, en tout cas, certains ou certaines d'entre nous aillent vers les autres et voilà, qui sont beaucoup plus à l'aise. Moi, j'avoue que ça m'a pris peut-être un petit peu plus de temps. Je suis restée, je pense, quelques heures en observation, mais très vite, par contre, des personnes sont venues à moi. Principalement des personnes de la promo 1. Elles nous ont gentiment, très agréablement invités à ce qu'on aille déjeuner ensemble. Donc, on a eu la chance d'être là la dernière semaine d'août. C'était un climat extrêmement agréable. Donc, on est allés toutes et tous au parc. Et très pareil, ça aussi, ça fait partie des choses très naturellement. Je veux dire, voilà, on est allé au parc. On n'est pas allé s'asseoir à une table dans une salle climatisée. Non, on va au parc. Et pour moi, rien que ça, c'est aussi ah ouais, je me retrouve avec des gens qui finalement me font une proposition que moi j'aurais aisément fait aussi. Et on se retrouve au parc, on se retrouve finalement à faire un espèce de large cercle. D'autres interviennent un petit peu plus tard et finalement le cercle s'élargit. Donc c'est pas des petits cercles, hein, c'est un grand cercle. Et c'est un grand cercle et ça va parler à une distance de 1 mètre, 1 mètre 50, puis finalement ça va aller au-delà puisqu'on va se parler d'un côté du cercle à l'autre. Donc voilà, très très naturellement finalement. Donc je me suis pas sentie spécialement
en décalage avec la promo 1, même par rapport évidemment que leur niveau de connaissance est plus avancé que le nôtre. Mais j'ai jamais eu la moindre sensation, le moindre sentiment d'une quelconque compétition. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me parle très fort, parce que c'est quelque chose que je vis, que je veux développer justement avec le yoga, où on n'a aucune compétition, ni entre nous, ni avec soi-même. On doit s'accepter ce que notre corps nous permet de faire, ce que notre mental nous permet de faire, et de ne jamais vouloir être en combat avec cela. Et du coup, oui, avec la promo 1, ça a été oui, comme une intégration extrêmement fluide. C'est vraiment quelque chose qui coule de source. Pas de jugement, pas de prise de position, non. Très naturellement, bah, tu connais pas ça, oui, bah, c'est normal que tu connaisses pas ça. Oui, bah, oui, je peux prendre 10 minutes pour te l'expliquer. Voilà, vraiment très. Et quand vous avez organisé les séances où vous avez mis des groupes, enfin, vous avez permis aux gens de choisir de manière naturelle, aléatoire également, parce qu'on ne se connaissait pas. Hein, je veux dire, même la promo 1 et ni la promo 2, non, on ne se connaissait pas. Je veux dire, on connaissait juste nos prénoms et nos noms et grosso modo d'où on venait et encore. Et quand on a commencé à avoir ces groupes qui se sont constitués pour faire les exercices pratiques, pareil, moi, dès le premier exercice, je me suis pas sentie comme la promo 2 qui doit plutôt être en posture d'observation. Non, non, je veux dire, ma voix, elle a pesé autant de poids que les deux autres voix. Il n'y a pas eu il y a pas eu de différence. Et ça aussi, je pense que c'est l'école aussi qui nous amène à développer cette approche de bienveillance. On peut avoir une bienveillance naturelle, mais je pense que cette bienveillance naturelle, elle est démultipliée du fait de l'état d'esprit de l'école. Mhm. Tu sais, moi, souvent, un de mes amis me répétait, j'adore avoir des conversations d'un autre monde avec lui. Il me disait toujours, une phrase qui l'avait beaucoup marqué, lui, c'est tout le monde est mon maître. C'est-à-dire que quelle que soit la personne que je rencontre, elle peut m'enseigner si je suis enseignable. Et en fait, ce que j'entends là aussi, c'est vraiment une volonté à la base de ma part que je voulais faire ressortir dans l'école. Et bien sûr, c'est pas un travail uniquement de ma part, hein, c'est un travail collectif de l'intégralité de l'équipe et de bienveillance, enfin en tout cas d'acceptation de cette idée par nos étudiants, même si on leur dit dès le départ que c'est comme ça, donc vaudrait mieux qu'ils l'acceptent, sinon ça va être chaud pour eux. Mais on pourrait aussi très bien avoir que des étudiants qui sont pas OK avec ça et que ça change à terme. Bah, en fait, on a vraiment ce côté de tout le monde est mon maître. C'est pas parce que je parle avec quelqu'un qui vient d'arriver le mois dernier, parce qu'on a des fois des étudiants qui arrivent en cours de route dans le cadre de la première année pour éviter de repousser de 15 mois leur certification finale, et ils veulent attaquer en cours de route, ils ont du temps, ils veulent rattraper des modules, donc c'est toujours quelque chose de possible sur la première année, pas ensuite, parce qu'on peut pas intégrer le cursus en deuxième année. Et effectivement, on peut apprendre et on peut pratiquer et on peut s'entraîner et on peut recevoir du feedback, donc c'est-à-dire du retour sur notre pratique, donc du retour constructif, hein, surtout qu'on apprend ensemble à le faire et on vous explique comment vraiment essayer de le faire au mieux pour que ça tienne dans un temps et que ce soit bien intégré par l'autre et qu'il y ait cette bienveillance. En fait, c'est possible de le faire même avec une personne qui vient d'arriver. Et pour nous, c'est un vrai test quand on expose des gens qui sont là depuis 2, 3 ans à des personnes qui viennent d'arriver pour certains, d'autres qui sont là depuis un peu plus, mais finalement on parlait à l'époque de 4, 5 mois. Pour nous, c'est un test implicite de est-ce qu'ils vont être capables d'entendre du retour et se tenir d'égal à égal entre adultes, c'est-à-dire au même niveau, comme avec les gens qui vont accompagner. On n'est pas en train de les accompagner comme ça, on est en train de les accompagner comme ça. Je ne sais pas si à l'écran on voit que c'est exactement identique, mais ma volonté est que ce soit identique en termes de hauteur. Parce que ce qu'on apprend en devenant praticien naturopathe, on apprend à devenir un professionnel de l'accompagnement. Un professionnel de l'accompagnement, c'est pas un adulte qui donne des leçons à un enfant dépendant et qui ne connaît pas certaines choses. C'est un adulte qui se met au service d'un autre adulte et qui met au service ses compétences et son attitude d'un autre adulte qui sait où il veut aller.
Et donc, c'est important déjà de l'apprendre au sein de l'école. Donc, nous, on crée des exercices invisibles ou pas forcément perçus comme étant un exercice par les étudiants pour qu'ils puissent l'expérimenter, le vivre maintenant. Parce que ça forge des choses. De la même manière que vous, en tant que P2, vous avez dû parler à des gens qui probablement connaissent plus que vous. Oui. Et où dans notre vie, ça nous arrive de pouvoir avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un qui pourtant en connaît plus que nous, et du coup, on n'ose pas. Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais la vraie question, c'est est-ce que je me suis démontré à moi-même que malgré tout ce que j'ai à lui partager, si je le fais d'une manière perméabilisante pour lui et qu'il est enseignable, est-ce que finalement je me l'autorise? Est-ce que j'essaye? Bah là, on vous a mis en position de devoir essayer de vous prouver qu'en fait, vous avez des trucs à apporter à des gens qui en savent obligatoirement plus que vous. Et donc, c'est Oui. incroyable. Vous pouvez du coup aider n'importe qui, même ceux qui savent tout. Oui, oui, absolument. Non, et puis alors il y a aussi cette idée de souvent dans l'enseignement, on a celui qui enseigne et comme tu disais, celui qui reçoit. Et ça fonctionne souvent, très souvent, dans une seule direction. Et alors on peut, en effet, dans des écoles tournées vers l'enseignement pour adultes, justement, le fait est qu'il y a l'expérience, le fait est d'avoir affaire à des adultes, des gens qui ont expérimenté certaines choses dans leur vie, qui ont acquis certaines connaissances. Mais pour autant, je sais pas comment, peut-être que je sais pas si j'ai vraiment les bons termes, mais il y a un vrai dialogue qui s'installe à Pranathena. C'est pas j'ai une demande et on y répond. On crée un dialogue. Il y a un dialogue qui s'installe entre les personnes. Que l'on soit de la même promotion ou qu'on soit de promotions différentes ou que l'on parle avec l'équipe qui nous gère, c'est un dialogue. C'est un dialogue de personne à personne. C'est pas et ça fait toute la différence. Parce que qui dit dialogue, pour moi, dialoguer, c'est être à la fois dans la posture de celui qui exprime, mais aussi dans la posture de celui qui écoute. Et écouter une personne, c'est se mettre à son niveau. C'est certainement pas la regarder d'un peu plus haut. Et voilà, pour moi, à Pranathena, il y a une vraie culture du dialogue. Bah écoute, je te remercie. Moi, ça me touche beaucoup dans le sens où j'ai été très attentif. En fait, j'ai été passionné pendant un moment, toujours, hein, mais c'est un peu moins mon sujet d'étude du moment, par les dialogues imago qu'on utilise dans la gestion des relations sentimentales, mais qu'on peut venir transposer aux relations d'un autre ordre. Et donc j'aime bien essayer des fois de faire tu sais, des transferts de techniques d'un domaine qui a l'air d'avoir rien à voir, parce qu'on va dire, attends, l'autre il dirige une école, c'est un truc sentimental, ça n'a rien à voir avec ses étudiants. Ouais, mais si ça me permet que chacun se sente compris, d'aller prendre des bribes de ça et d'essayer de l'instaurer entre vous dans votre manière de communiquer, et simplement essayer aussi avec l'équipe de montrer l'exemple de ça. Parce que c'est dur de vous demander des choses si nous on vous montre pas l'exemple en tant qu'école, comment on se comporte avec nos clients, comment on se comporte avec nos concurrents, comment on se comporte avec nos formateurs, en fait avec les membres de notre propre système comme système immunitaire, mais aussi système cellulaire, etc., etc. Et puis aussi avec notre environnement extérieur. Donc nous, on vous dit, bah vous, quand vous accompagnez quelqu'un, ça serait bien, machin, mais nous, en fait, quand on vous accompagne, est-ce qu'on le fait? Mhm. C'est toujours ce truc, et nous, on a à cœur de le faire. Alors, on le fait du mieux qu'on peut, et bien évidemment, comme dans toute organisation humaine, il peut y avoir des loupés, des choses qui sont pas parfaites, qui nécessitent d'être améliorées, ajustées. Mais il y a effectivement une culture du dialogue qui est là, et une culture de l'acceptation du retour. Oui. Maintenant, accepter un retour, l'écouter, en prendre conscience, le prendre en considération, ça ne veut pas dire euh, tout faire comme on nous le demande, ça n'a pas cette signification-là, mais ça veut dire en fait tenir compte d'eux, prendre conscience, tenir compte d'eux, se sentir libre de pouvoir s'exprimer, et le simple fait d'avoir cette conversation maintenant, et que toi, la seule consigne que tu as, c'est tu peux dire ce que tu veux, on va rien filtrer, sauf si c'est à ta demande, ça fait aussi partie des choses. Parce que c'est pas toujours facile, en tant que praticien, mais aussi en tant que dirigeant d'une école, de se mettre à un endroit où, en fait, à n'importe quel moment, on peut dire un truc qui peut-être me mettrait mal à l'aise. Et peut-être que, au fond de moi, je serais pas à l'aise avec l'idée qu'on va le publier publiquement. Et tu vois, mais c'est aussi ça, en fait. C'est vous dire, vous, des fois, il faut accepter de le faire. Par exemple, on apprend à métacommuniquer.
écoute, là, quand je t'accompagne, je sais pas pourquoi, ça fait 3 fois que ça me passe dans la tête, j'ai l'impression qu'il y a un truc, peut-être tu es en train de te demander ce que je fais, mais en tout cas, peut-être j'ai l'impression que tu te déconnectes de notre conversation comme si tu n'y voyais pas d'intérêt. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on Mhm. va méta-communiquer comme ça demande énormément de modestie et d'humilité de se mettre quelque part, de s'exposer aux propos potentiellement déstabilisants qu'aurait la personne que j'accompagne. Ben nous, si on vous demande ça en tant que professionnel de l'accompagnement, il faut qu'on vous le fasse quand on vous accompagne, vous. Ouais. Et, et y compris maintenant. Ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais c'est cette démarche-là, je pense, qui nous permet aussi que vous sentiez que le dialogue, entre autres, est possible. Et puis certainement plein de choses qui œuvrent dans l'invisible et dont personne d'entre nous n'a conscience, mais qui pour autant ouvrent cette porte. Et du coup, plus spécifiquement. Donc là, tu Mhm. dis, vas-y, chez Pranatena, etc. Est-ce que tu as rencontré des défis depuis que tu t'es inscrit, que tu as démarré, des choses qui peut-être viennent te challenger, viennent un petit peu t'inconforter? Oui, oui, sans aucun doute. Alors, je dirais que il y a des choses dans notre quotidien, et là je parle au nom de, en tant que maman ou compagne de vie, il y a des choses évidemment que je découvre, que j'apprends, ou en tout cas que j'approfondis avec Pranatena, avec l'enseignement que je reçois de Pranatena, et évidemment j'ai goût de le mettre en place. Sauf que je vis pas en solo, je suis pas toute seule dans la maison. Donc quand je commence euh, quand je commence à donner des explications sur telle ou telle chose, et que ce serait quand même bien que on modifie telle ou telle chose, bon, en face de moi, je vais pas toujours avoir un degré d'acceptation qui soit total, en sachant que j'ai un ado à la maison. Donc un ado, ben, commencer à vouloir implanter des choses pour qu'il ait une alimentation digne de ce nom, et enfin, rien que ça, c'est un vrai défi. Mais voilà, ça reste intéressant parce que du coup, finalement, je cultive le défi au sein même de ma famille, et je sais que ces défis-là, j'y serai confrontée dans l'absolu, dans l'avenir que je me réserve d'être naturopathe. Je vais rencontrer des gens qui vont avoir des croyances extrêmement profondes, bien ancrées, et il va falloir juste que moi, je sois en mesure de l'aider à les identifier, et pas l'idée de de faire péter les bouchons de champagne. Non, simplement d'amener la personne à en prendre conscience, et de se dire, bah ouais, finalement, ça fait pas ça m'amène pas vraiment sur le bon chemin, et qu'il faudrait que je prenne d'autres voies, et voilà. Essayer d'être capable aussi un grand défi, c'est d'apprendre des choses, mais de faire confiance au temps. Hein, on apprend des choses et on a envie tout de suite, qu'il y ait des changements, non, faire preuve de patience, patience avec soi, patience pour soi, patience avec le processus, savoir il y a voilà, un changement, il s'opère petit à petit. Il va pas falloir vouloir faire la révolution tout de suite, parce que si on fait une révolution rien que sur nous, il va y avoir à un moment donné, comme toute révolution, à un moment donné où ça va être très très déstabilisant, voire nous mettre KO. Donc voilà, y aller progressivement. Donc oui, c'est un défi pour moi, c'est un défi pour moi vis-à-vis de ma famille, c'est un défi euh, pour moi d'accepter que je ne sais pas. Ça aussi, c'est. Et puis un énorme défi, c'est d'accepter le fait est que qu'il y a des failles, il y a des choses en moi qu'il faut que j'aille chercher. Et ça aussi, il faut que j'y aille doucement. Et le processus se met en place tout doucement. La suite du séminaire de Compiègne, hein, où on a travaillé justement sur des techniques de coach en naturopathie, où on a
Alors, on a joué à la fois le rôle de coach et de coaché. Hein. Qui dit le rôle de coaché, ça veut dire qu'on est allé chercher des choses qui nous concernent, qui font partie de notre histoire. On s'est confié à des personnes, finalement, on a confié des choses à des personnes que l'on ne connaissait pas particulièrement, situation dans laquelle on se retrouverait, enfin, que n'importe quelle personne qui va chercher un accompagnement finalement rencontrerait, parce que quand on va rencontrer pour la première fois le naturopathe qu'on a choisi, par qui on a choisi de se faire accompagner, on ne le connaît pas. On va apprendre à le connaître. Donc, et moi, j'ai mis le doigt sur des choses où je ne me, oui, je voyais bien que c'était des choses que j'avais envie enfin, que j'aurais bien aimé envie de changer. Et j'insiste bien sur cette formulation. J'aurais bien eu envie de changer. Aujourd'hui est devenu j'ai envie de changer. Et ça, c'est pour moi, c'est un gros, ouais, ouais, c'est un grand pas et c'est un défi. C'est un défi parce que ça va chercher des choses, ça va chercher des croyances en ce qui me concerne. Euh, Bien ancrées, certainement des choses qui concernent ma relation à mes parents, même bien au-delà. Ça me bouscule d'un point de vue émotionnel. Ça fait des vraies montagnes russes aussi. On passe par des montagnes russes. Hein. On est dans le creux de la vague, et puis en haut de la vague, et puis on retombe dans le creux de la vague. Donc c'est très déroutant aussi comme sensation. Euh, mais euh, mais c'est vrai aussi par rapport à l'enseignement que l'on a eu pendant 5 jours avec toi, où tu n'as eu de cesse et tu ne cesses de nous le dire, c'est que faites confiance au processus, faites confiance au temps. Et ça, je pense que c'est très très important que tu nous le répètes, surtout quand on est dans le creux de la vague. C'est important. Voilà, donc les défis, moi, je suis confrontée à moult défis. Alors, sur les aspects organisationnels, non. Autant il y en a certains, je pense, qui ont des défis au niveau organisationnel. Pour moi, non. Je veux dire, j'ai accepté de me lancer dans l'aventure Pranathéna parce que justement aussi, ma vie était organisée d'une certaine manière où je pouvais me permettre de dédier un laps de temps à l'étude et ne pas courir toujours après le temps pour pouvoir. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas ce défi. Par contre, j'ai ce défi dans la mise en place de changements concrets au sein de ma famille et vis-à-vis de ma fille aussi qui est loin maintenant, et puis des défis me concernant par rapport à ce que je sais maintenant qu'il va me falloir amener vers le changement pour pas pour que, a fortiori, parce que je suis convaincue aujourd'hui que si je ne fais pas ces changements-là, euh, je vais droit dans le mur. Et j'ai pas besoin d'aller droit dans le mur. Tu sais, c'est la fameuse phrase de on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Et je précise toujours aux gens avant qu'ils s'inscrivent dans l'école, l'équipe essaie de le faire au maximum. C'est une formation exigeante. Souvent, le principal défi que les gens rencontrent, c'est un défi. Il y a deux défis principaux qui sont des défis assez terre à terre. C'est est-ce que je vais réussir à travailler les cours et à mémoriser les choses nécessaires à mémoriser, finalement à acquérir la connaissance et la compétence. Ça, c'est un gros défi pour beaucoup de monde et puis surtout ce qu'on se raconte dans la tête par ailleurs. Il y a le défi organisationnel de faire rentrer ça dans sa vie. Tu l'as très bien dit en entrée d'entrevue où tu disais finalement c'est soit j'y allais maintenant, le timing était là, donc c'était le moment, soit il fallait renoncer en fait à ce projet tout simplement et arrêter de, ça allait pas durer des lustres comme ça inlassablement à faire semblant de chercher mais à pas vraiment y aller. Et donc parfois il faut un bon timing et il faut une conversation donc avec le conjoint, la conjointe, avec les enfants, avec les personnes à charge, avec les personnes qui comptent sur nous dans le quotidien et en leur expliquant. Donc et puis ensuite il y a le défi qui est un défi familial de ce que j'appelle partir en croisade où on apprend des choses qui sont tellement des évidences. Le problème c'est que c'était pas des évidences la veille et qu'on n'a jamais en fait semé les graines qui permettent qu'aujourd'hui on récolte des choses en adéquation avec ces évidences. Et c'est un peu comme si on essayait d'extraire la substance de nos proches de la version d'eux-mêmes qui adhérerait à 200% à ça, alors qu'en fait, on n'a jamais rien semé par le passé. Et ça peut du coup être assez déroutant pour eux. C'est la petite part qu'on a tous en nous, hein, qui est absolument pas propre à toi, que j'ai encore aussi sur plein de choses, etc. Et où justement, on fait l'effort de s'observer, de travailler cette part pour se mettre au service de l'autre et non plus
essayer de contrôler ce qu'il devrait faire qui serait indispensable pour lui, surtout si lui, il voit pas de problème, donc il n'a pas envie que ça change. Ça, c'est un vrai travail quand on apprend ce que certains paramètres peuvent engendrer comme conséquence et qu'on est parfois face à l'impuissance de pouvoir contrôler la mise en place de ces changements. Et ça demande aussi, encore une fois, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité et beaucoup de compassion de dire la personne en est où elle en est. Je suis pas là pour déchirer son système de croyances et de valeurs. Je suis là pour me mettre à son service. Et malheureusement, nos proches, conjoints, conjointes, amis, famille et enfants, sont pas toujours ceux les plus perméables à nos recommandations. Je prends un exemple, moi, tu vois, en tant que fils, quand je suis arrivé chez mes parents leur disant faut changer toute l'alimentation, ils m'ont dit il y a 3 mois, on te voyait bouffer des McDo 5 fois par semaine, hein, d'accord, et le reste du temps, c'était des kebabs. Donc, tu vas pas nous la faire. Ok, c'est pas Et toi qui oui. va nous expliquer ce qu'on doit bouffer. Bon, évidemment, avec le temps, ils observent les manifestations, ils observent les choses, ils observent l'influence sur mes propres enfants, sur les manques des gens de proches qui ont suivi certaines recommandations. Ils sont quand même obligés de se dire quand même. Mais le temps joue en notre faveur aussi là-dessus. Le temps joue en notre faveur parce que on va devenir alors exemplaire est un terme un peu fort, mais c'est ce qu'on demande à nos formateurs, c'est ce qu'on demande à nos membres en tant qu'école et en tant qu'équipe dirigeante et équipe encadrante, et c'est ce qu'on demande quelque part à nos étudiants par répercussion envers les gens à qui vont parler, leur entourage et leurs personnes qui vont accompagner. C'est pas forcément d'avoir tout fait, tout pratiqué, mais c'est d'être exemplaire par rapport à ce qui est OK pour eux, et du coup de savoir que chez l'autre, parfois, il y a une part qui est OK, et il y a une part qui pour le moment l'est pas. Et là, tu décris des choses qui sont, voilà, ces autres types de défis qui sont le défi d'implémentation familiale de ce qui devient une évidence qui ne l'était pas. Et le quatrième défi, qui est souvent celui que les gens viennent toucher hein, dans le cadre de la formation après quelques mois, et souvent je dis c'est au moins 6 à 8 mois, et ensuite ça s'accentue un petit peu à l'arrivée du premier examen. C'est vraiment le défi de qu'est-ce que ça vient frictionner à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient révéler, parce que nous, en fait, on est vraiment dans une dynamique de transformation. Donc, en fait, notre but, c'est que ce que vous avez à dépasser, à revoir comme modèle de fonctionnement automatique, instinctif, un peu pour vous protéger, qu'on a tous développé petit ou même avant, ou intra-utérin, etc. Ces modèles-là, ils vont être révélés au maximum pendant l'école. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est dans un cadre bienveillant d'acceptation inconditionnelle où on peut vous accompagner sur ça. On a différents types d'outils, on a différents types de professionnels dans l'équipe ou autour de l'équipe. Et évidemment, on préfère que ça se révèle maintenant que vous fassiez une grosse crise quelque part de découverte de la réalité le jour où vous vous lancez. Comme dans certaines écoles, on vous dit quand tu auras ta certification de pro 4e année, tu pratiqueras. Et là, on se retrouve face à des choses où en fait, notre pseudo-légitimité acquis par le certificat de fin d'études est complètement balayée par la réalité des faits, des gens qui nous côtoient et des gens qu'on souhaite accompagner. Et des fois, la personne vit une grosse crise d'estime de soi. Ça peut engendrer des espèces de décompensation et tout assez dures. Je l'ai vu chez beaucoup de naturopathes et d'autres accompagnants. Nous, on préfère que les choses se fassent dans le temps, de façon, pas au compte-gouttes, mais de façon régulière, etc., dans un cadre sécuritaire, où on peut vous accompagner là-dessus, parce qu'on sait que ça arrivera d'une façon ou d'une autre, c'est inéluctable, quand vous exposez à l'extérieur, et qu'à l'intérieur de vous, ça va venir faire un strike dans le château de cartes. Donc on préfère que vous le fassiez en interne, même si vous avez votre vie à gérer par ailleurs. On préfère être là, être à disposition, que ça se fasse dans un cadre sécuritaire, mais tu as raison, c'est extrêmement challengeant. Parce que vous êtes dans un processus de transformation où on vous apprend pas à devenir l'élite de la connaissance qui détient le savoir et qui accompagne unilatéralement vers le bas des individus qu'on traiterait comme des enfants, même si j'ai horreur de cette expression, parce que j'estime qu'on traite pas les enfants comme ça. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des différents défis. Toi, les principaux de base, qui sont ceux que rencontrent 80%, c'est pas forcément les tiens pour le moment. Peut-être que ça le sera, hein, j'en sais rien, je suis pas le gourou de personne, pas de prétention. Par contre, toi, ce que tu frictionnes, c'est à l'intérieur de toi et au niveau de ton entourage. Et Dieu sait que même en discutant bien en amont avec le conjoint ou la conjointe, il va se passer ça. Je te préviens, ça va être exigeant, je vais devoir passer du temps, tout le monde est d'accord. Au moment où on le vit, c'est quand même autre chose que quand on l'a théorisé, quoi. Ah oui, oui, complètement.
Complètement. Non, non, je pense que là, notre part d'imaginaire et après, quand on rentre vraiment dans le concret du concret, pareil, hein, un élément pour moi, et là qui est très très propre à moi, c'est que je me rends compte aussi que la notion d'apprendre, donc l'apprentissage en tant que tel, au début, je suis partie à 250 à l'heure. Je passais des heures et des heures et des heures, et puis je prenais jamais pas vraiment de recul par rapport à ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que après tant d'heures passées, finalement, ce que j'avais retenu concrètement, et je regardais en arrière et je voyais tout le temps que j'avais passé, j'ai eu des moments de prise de panique où je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et ça aussi, se dire que les choses se font de manière progressive, ça veut dire que oui, on a des énormes pavés. Je serais pas honnête si je disais qu'on avait que quelques feuillets à assimiler. Non, on a des pavés à feuilleter, ça c'est à évident. étudier. Ouais. On a des gros morceaux à apprendre, mais on peut y aller de manière progressive. Moi, maintenant, je dis pas que j'ai trouvé mon approche d'apprentissage. Je suis toujours en train de tâtonner et j'échange encore beaucoup avec le groupe et je me rends compte qu'on est, en tout cas la plupart d'entre nous, on est encore en train de chercher notre Ouais. méthode. Et quand on échange avec les P1, on se rend compte que pour certains d'entre eux, Eux même aussi. après 2 années, ils sont plus ou moins à l'aise maintenant avec une méthode. Et encore, parfois ils la remettent un peu en question. Donc simplement pour dire que moi, je me suis à un moment donné dit, ah oui, mais finalement, peut-être aussi que n'ayant plus 20 ans ou 30 ans, j'ai pas non plus la même capacité à mémoriser des choses. Et ça aussi, ça m'a mis en mode pas à l'aise du tout, même vraiment pas à l'aise. Et finalement, non, je me dis que voilà, j'ai certainement en effet pas la capacité d'une jeune étudiante de 20 ans, ça c'est certain. Mais j'ai d'autres choses, j'ai d'autres cordes à mon arc, on va dire. Et l'idée, c'est que j'y vais aussi progressivement. Je me mets une pression parce qu'il est important de se mettre une pression pour garder un rythme. Ça me semble aussi un élément très important à signaler. Mais se mettre une pression, ça veut pas dire avoir ses pulsations cardiaques qui soient au maximum tout le temps. Voilà, c'est être conscient, apprendre au fur et à mesure, d'être conscientisé de ce que l'on est capable d'assimiler. Et ma foi, bah, si on fait différemment des autres, on prend plus de temps pour assimiler, bah, on prendra plus de temps pour assimiler. On va pas faire ça en 1 an, je veux dire, c'est 4 ans qui sont devant nous. Donc, en 4 ans, Ça il y a m'intéresse, ça plein de m'intéresse choses. beaucoup ce que tu dis là. J'ai deux trucs à rebondir parce que vraiment c'est tellement fondamental. Tu parles de se mettre la pression. Alors moi j'aurais envie de le dire autrement, mais je dis les choses avec mes mots pour compléter. Euh, Moi j'aurais tendance à dire mettre en priorité, c'est-à-dire quelque part de garder cette espèce de tension de, il faut quand même le faire, hein, à un moment donné. C'est bien mignon de dire ouais, faut que je lâche prise, que je me Ouais, foute la paix et tout. Je dis souvent aux gens quand ils se mettent dans des états d'anxiété chronique sur la formation, je leur dis fous-toi la paix en fait. C'est-à-dire que là, tu te mets en anxiété par rapport à ce que tu crois que tu devrais être. C'est pour ça que je te dis fous-toi la paix. Mais je te dis pas arrête de réviser, ne suis plus les cours. Parce que quelqu'un qui se met en retrait, qui prend 3 mois de retard, en vrai, il non. va pas se détendre et se foutre la paix le jour où il va se dire bah, en fait, je suis à la rue. Ça va pas. Donc, bien sûr, il faut suivre les cours. Moi, j'invite tout le monde qui, parfois, a du stress, machin, à suivre les cours. Pourquoi? Parce qu'on se voit, bah, tiens, nouveau cours, mais bah, là où d'habitude j'ai l'impression que j'avais pas retenu des choses, bah finalement je comprends, il y a plus de trucs, j'ai plus besoin de me noter de mots de vocabulaire. Bah finalement je suis à l'aise avec ce truc, je comprends les mots, alors que j'avais l'impression que je maîtrisais pas. Donc déjà le fait de continuer, ça nous permet de voir que inconsciemment beaucoup de choses bougent. Enfin en tout cas invisiblement. C'est-à-dire qu'on n'a pas Ouais. l'impression, on n'a pas pu on l'avait pas constaté, mais on le voit dans les faits. On se met un peu cette pression en mode je passe en priorité certaines choses. Donc il y a des fois, je dois mettre la priorité sur l'étude, sur le suivre le cours, sur tout ça, etc. Et puis quelque part, oui, la méthode d'apprentissage, elle peut être valable en première année. Ça se trouve en milieu de troisième, elle sera amenée à changer. Quels que soient les groupes, on voit que les façons d'apprendre sont fluctuantes parce que aussi les techniques qui vous sont apprises et les informations qui vous sont transmises ne sont pas les mêmes à tout moment. Ce que vous venez travailler en vous, à l'intérieur de vous, c'est pas la même chose. Donc il y a des fois, vous allez avoir besoin de quelque chose, vous écoutez juste les cours, prenez quelques notes et vous les révisez.
Et puis parfois, vous allez aller chercher beaucoup plus dans le détail. C'est pour ça aussi que vous avez une plateforme qui est disponible tout le temps et qui n'est pas coupée à l'issue de la formation, parce que vous serez amené à revenir dessus, à dire, bah, tiens, maintenant, ma nouvelle posture, je le vois plus pareil. J'apprends plus le même truc à l'intérieur de soi. Donc ça permet de dire, pas de stress. Après coup, si tu as encore envie de revenir là-dessus parce que tu as des doutes que tu veux approfondir, tu reviens et tu le revois. Il n'y a aucun problème, que ce soit le pavé du PDF de support ou alors toutes les vidéos de cours qui vont avec, c'est accessible. Nous, on ne vous les enlève pas. Au contraire, on fait un travail de mise à jour pour que vous ayez accès à des choses, y compris par la suite. Et je voulais rebondir sur le point que t'as abordé à la fin, qui était, t'as dit un truc très intéressant. Mince, là que je l'ai zappé. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Mais tu vois, c'est ce genre de friction sur l'enseignement, quelque part est naturel. Et quelque part, oui, deuxième année, troisième année, première, quatrième année. Oui, pardon, c'est revenu. C'était l'histoire de faire ça en un an. Tu vois, c'est normal que la méthode d'apprentissage change. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'on a quand même une majorité de femmes, globalement, la probabilité que certaines aient des grossesses, par exemple, ou même Mhm. pour certaines, en fonction de leur âge, deviennent mamies, ou bien que quelqu'un doive un mois gérer le mariage de son enfant, son propre mariage, des événements de vie, des conjoints, des conjointes à qui il arrive un problème, donc il faut être un peu plus dispo. Des fluctuations, il y en aura toujours. Mhm. Et quelque part, comme tu disais, on a une méthode qu'on essaye d'appliquer, qu'on règle comme du papier à musique, mais on apprend aussi dans cette formation à être adaptable, à être dans l'adaptabilité à ce qui se passe et à l'environnement. Parce que parfois, on va accompagner des gens et dans notre vie privée, ça va être le bordel. Mais alors, est-ce qu'on est adaptable? Est-ce qu'on arrive à ce moment-là à endosser notre casquette d'accompagnant, à faire avec le contexte? Ou est-ce que, bah non, parce que on a déraillé la chaîne, on sait plus gérer. Bon, bah tu vois, c'est ça aussi. Donc c'est normal que la méthode d'apprentissage, que la façon d'organiser et tout, etc., ça peut fluctuer. Ce qui rend les choses parfois imprévues et flippantes. Parce qu'on a du mal à Ouais, mettre du contrôle là-dessus, à dire ça sera comme ça pendant X années. Et c'est difficile. complètement. Non, non, complètement. Et puis, c'est ce qui est important, c'est, je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, garder une certaine constance. Alors après, constance, ça ne veut pas dire du saupoudrage, hein, ça veut dire être capable d'emmagasiner un certain nombre de choses. Il ne faut pas hésiter à revenir. Un exemple tout bête, hein, mais on a entre autres comme outil par rapport au support écrit que l'on peut recevoir et aux visio, enfin les cours qui sont en visio, on a aussi des examens de type QCM qui nous sont envoyés à la fin de chaque module. Et donc, c'est des QCM qu'on peut refaire autant de fois qu'on en ressent le besoin. Et c'est drôle de voir aussi, on étudie comment fonctionne notre système nerveux, comment ça fonctionne tout ce qui se passe sous notre boîte crânienne. Et finalement, dans les faits, moi j'ai un exemple très concret. J'ai passé par exemple le QCM sur un sujet. Alors j'étais assez contente parce que je me sens un peu perdue sur ce sujet-là. Et finalement, les résultats étaient plutôt très satisfaisants, avec en plus une phrase super encourageante, etc. Donc je me dis génial. Je prends un peu comme ça, comme mon argent comptant, on va dire. Okay. Puis là, du coup, il se passe un certain nombre de semaines et je décide d'y revenir. En me disant, tiens, ça serait peut-être pas mal avant de commencer le module sport et santé, de me refaire un petit peu, voilà, de revenir un peu sur la biochimie, ce serait plutôt pas mal. Et je vais me refaire le QCM, tiens, juste pour revoir. Ah, bonne surprise, je me rends compte que finalement, là où je m'étais pas trop mal débrouillée la première fois, deuxième fois, ça n'a quand même pas été très convaincant. Donc là, ça a été panique. Je me suis dit, voilà, finalement, ma mémoire à long terme, ça fonctionne pas. Je me suis envoyé plein d'automessages hyper négatifs. Bon. Puis finalement, à un moment donné, j'ai arrêté de m'auto-flageller. Et puis je me suis dit, bon, bah non, simplement, il va falloir que tu reviennes sur des choses. Donc voilà, donc j'ai mis de côté les autres modules actuellement. Puis je reviens tranquillement et sûrement sur le module sciences du vivant. Où je sens qu'il y a des choses qu'il faut que j'aille voir un peu plus en profondeur, qu'il va falloir que je répète de nouveau. Et puis voilà, puis finalement, je me dis à chaque fois, bah, je vais faire un pas en avant, puis de nouveau, je vais refaire deux pas en arrière, et puis voilà. Et puis ça devrait fonctionner.
C'est C'est un peu les allers-retours obligatoires entre quand je commence à approfondir, ça m'oblige à avoir perçu certains détails, avoir perçu certaines nuances. Donc je reviens dans les cours d'avant où à l'époque j'avais pas le niveau pour percevoir cette subtilité. Je reviens et je viens la chercher. Mais au moment où je me rends compte de plein d'autres choses, moi ma tête elle est pas illimitée, donc ça veut dire des fois faire du vide à droite à gauche. Et effectivement, on peut avoir l'impression par moment que on n'a jamais reparlé de tout ça. Bon, allez, mais quand j'avance et que je me rends compte, bah, finalement, j'en ai besoin, le fait de revenir dessus, c'est plus facile de les remémoriser que la première fois où, en fait, je voyais pas toujours à quoi ça sert. Et donc, ouais, effectivement, il y a des allers-retours qui sont nécessaires et sans se flageller pour autant. Après, si je suis complètement honnête, les modules de sciences du vivant, c'est des modules un peu qui arrivent au début pour poser le décor de la cellule. C'est quand même des modules qui sont pas évidents. Il est très difficile de les maîtriser pour qui que ce soit. Donc tous les autres étudiants qui nous écoutent là, vous inquiétez pas. Hein. Tous les futurs étudiants, vous inquiétez pas non plus. Personne ne va vous dire que vous n'avez pas eu 20 sur 20 sur les modules sciences du vivant. C'est des modules qui sont difficiles parce qu'au début, on n'a pas toujours toutes les mises en application dans les différentes sphères organiques, dans tout ça. On a dans les grandes lignes ce qui se passe. Et tant que vous avez du mal à l'associer avec à quoi ça correspond à différents endroits et donc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, pas toujours facile d'avoir une part de vous qui a juste envie de retenir de la théorie. On va pas se mentir, c'est des modules quand même assez théoriques. Mais oui, bien sûr. Et puis là, ce qui est beau, c'est que tu fais face à l'effet de Dunning-Kruger de j'ai réussi mon truc, finalement ça le fait, je commence à me sentir compétent, donc ça me fait du bien et ça me sécurise. Mais plus j'avance et plus je sens que je suis pas compétent. En fait, plus je vais avancer sur un sujet, bien avant d'être réellement compétent. C'est-à-dire que je suis compétent à partir du moment où je suis capable d'identifier où je ne le suis pas. Et donc forcément, au début, je pense que je suis compétent parce que je vois pas où je ne le suis pas. Parce que je suis tout neuf dans le sujet. Donc en fait, je me la raconte. Quoi. Là-dessus, valet de l'humilité, qui pète bien les dents et en règle générale, fait courber les chines en mode ça fait mal quand même de se rendre compte tout où je suis pas compétent. Puis à la fin, je sais où je le suis et je sais où je le suis pas. Et là, mmh. ça commence à faire l'objet d'une vraie expertise ou d'une vraie maîtrise du sujet. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de vous l'expliquer, de vous expliquer ces phénomènes, pour que vous puissiez le vivre avec un peu plus de philosophie, un peu plus de calme. Pour autant, c'est jamais agréable quand je crois que je maîtrise de me rendre compte que finalement non. Et la vie nous le montre de multiples façons et c'est intéressant parce que encore une fois, vous serez exposé à plein de choses après la formation, quand nous on sera pas forcément là pour servir de filet ou en tout cas de cadre on va dire sécurisant. Imaginons tu fais une formation avec un laboratoire de compléments alimentaires qui t'enseigne plein de trucs et tu te mets à croire que tu es ultra experte de ce sujet-là, bah, tu auras peut-être un petit souvenir de, à l'époque sur les sciences du vivant, la fois d'après, bon, je me la pétais un peu, mais je dis ça bien évidemment, c'est pas négatif, mais tu vois, on a tous ce truc en nous de putain, comment j'ai réussi finalement, je trouve, ouais, ça me fait du bien, quoi, je kiffe, On a c'est tous, naturel. on a tous au fond de nous notre ego qui a toujours besoin de s'exprimer. Donc, Et c'est beau et aussi parce que tu vois, au moment où tu as une phase de creux, bah en fait, on apprend dans la vie que la phase de creux, en règle générale, elle est proportionnelle à la phase de pic. Et donc, c'est le fameux truc de beaucoup de religions ou de maîtres spirituels de différentes branches dans la planète, où à la fin, souvent, on va se retrouver sur le phénomène d'équanimité. C'est-à-dire, mmh, une situation en étant à l'aise avec, mais pas avec une espèce de réjouissance comme si on était non, la perfection incarnée, et versus si on était l'imperfection incarnée, quand au contraire, on vit ce phénomène de, bah, en fait, on est une grosse merde parce qu'on n'a pas réussi cette fois. Le but, c'est tant d'être à l'aise avec ce qui nous arrive et de le prendre pour ce que c'est-à-dire des informations. Ça dit rien de nous, ça change rien de nous. D'ailleurs, au moment où on découvre qu'on n'a pas validé ce QCM aussi bien, il n'y a personne qui vient nous faire une injection de honte, de quoi que ce soit. Ça se passe uniquement à l'intérieur de nous. Il n'y a rien d'extérieur qui vient interférer sur notre biochimie. Ok, mmh. cool. Ouais, je te remercie pour ce partage avec beaucoup de vulnérabilité et d'intensité et d'authenticité, parce que c'est des vrais phénomènes qui peuvent faire peur avant, mais qui peuvent aussi challenger pendant. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont peut-être dans d'autres écoles, même chez nous, et qui se disent, putain, je croyais qu'en fait, bah, souvent on a tendance à se dire, c'est moi le problème. Non, c'est juste un processus. Et ce C'est ça. processus est commun aux gens qui sont en train d'apprendre à devenir des professionnels de l'accompagnement d'une discipline où l'enseignement théorique
anatomo-physiologique de base est quand même assez important, assez élevé. Chez nous, il est très élevé d'un niveau universitaire. Donc forcément, ben, ça a beaucoup d'avantages. Parce qu'après, vous maîtrisez très bien ce que vous faites. Vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez utiliser plein de notions, parfois des détails, qui font une énorme différence. Mais la contrepartie, c'est que ça peut être extrêmement challengeant et inconfortable quand on croit qu'on maîtrise pas, quand on croit qu'on n'y arrive pas. Tout ce que ça vient réveiller chez nous, c'est vite très très anxiogène, hein, pour certains. Donc on fait très Ah, attention à ça. ah non, c'est clair qu'il faut. C'est pour ça que c'est important aussi que les personnes, en tout cas les personnes qui nous regardent et qui pourraient hésiter, qui pourraient ou qui sont super emballées par, c'est important voilà, de peser toutes les situations dans la balance. Parce que c'est pas voilà, l'électrocardiogramme il sera tout sauf plat pendant vos années vos années d'études chez C'est le moins qu'on Pranatel. puisse dire. En tout cas, si vous avez un électrocardiogramme plat, je vous le dis tout de suite, c'est la mort. Donc en fait, nous, on est plutôt dans l'évolution et la vie. La vie, c'est le yin, le yang. C'est parfois, quand on commence à aller plus vers un truc, c'est-à-dire plus l'impression de connaître, on a le début donc plus vers de la connaissance, on a le début de l'impression qu'on connaît rien qui se présente et hop, hop, hop. Et c'est infini cette affaire, d'accord? C'est la vie. La vie, c'est le déséquilibre. C'est le fait que pour avancer, bah, il faut marcher. Pour marcher, il faut accepter de se mettre en déséquilibre avant de se rattraper. C'est pour ça que les enfants, avant de maîtriser ce phénomène, bah, se cassent la gueule, parce qu'en fait, ils se mettent en déséquilibre, mais ils n'arrivent pas encore à se rattraper. Alors la force et la stabilité, la sagesse de bien poser leurs pieds, leurs jambes et autres, c'est en permanence. Et l'impermanence des saisons, l'impermanence des années, l'impermanence de la vie fait que notre travail à nous, c'est de vous aider à être confortable dans l'inconfortable permanent. En fait, on Mmh. veut que vous soyez en permanence confortable dans l'impermanence permanente inconfortable. Bon, je sais que cette phrase est complexe, mais c'est ça notre travail. C'est de vous aider finalement à être à l'aise avec la vie, même quand elle est fluctuante, même quand elle est inconfortable et déséquilibrante, et quelque part que parfois en faisant, tu l'as très bien dit, confiance au processus. Alors ça peut sonner gourou, secte ou je sais pas quoi, hein, faites confiance au processus, oui, écoute-moi, fais-moi confiance. C'est absolument pas ça, c'est plutôt de dire, parfois tu comprends pas pourquoi là ça frictionne et ce que ça vient travailler en toi et puis que peut-être tu as un peu peur et tout, mais en vrai, c'est en posant le pied et en acceptant ce déséquilibre temporaire et en posant le pied que tu sens le support sous ton pied, le support solide sous ton pied. Mais si tu es en résistance à poser ton pied, tu trouveras jamais le support. Le support, il va pas venir à ton pied s'il est en l'air. Il vient à ton pied que quand tu acceptes le déséquilibre d'aller le toucher. Et parfois, nous, on vous dit, faites confiance au processus parce que le temps joue en notre faveur. Même si on est dans un monde très pressé, très instantané, le temps joue en notre faveur. Et parfois, au bout de 6 mois, tu te dis, merde, les trucs que je ne comprenais pas forcément avant, quand je les relis, bah, il y a quand même des trucs qui sont devenus un peu automatiques, qui sont rentrés, du vocabulaire, plein de choses. Et puis d'autres, ah bah tiens, j'avais lu ça à l'époque, je me souviens, je l'avais retenu, mais je l'ai zappé. Ah, pas de problème, on se remet dessus, et puis c'est ok. Mmh. Non, voilà, c'est clair que c'est tout sauf un fleuve tranquille. Hmm. On est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, c'est Mais pour ça que vous mettez un truc nouveau dans votre vie. oui, oui, puis alors, ce qui est aussi très intéressant pour moi de partager et peut-être qui fait aussi la différence entre Pranathéna et d'autres écoles, même si j'ai pas moi-même participé à l'enseignement d'autres écoles, mais en tout cas par rapport à des études que moi j'ai pu faire, des études qui étaient consacrées à des adultes, si je devais en tout cas faire certaines comparaisons, je pense qu'il y a une approche aussi chez Pranathéna, et je crois que toi, Renaud, tu en as pris sérieusement le lead, il me semble, c'est d'essayer de pouvoir rendre le plus accessible possible cette connaissance. Et donc, et la rendre la plus accessible possible, d'abord pour nous, parce que voilà, on a tous aussi on a tous un cursus différent, un niveau de connaissance différent.
Mais également dans notre approche lorsque l'on va accompagner les personnes. On aura plein de personnes avec des croyances, des connaissances totalement différentes. Et donc, c'est important aussi qu'on puisse choisir les mots qui vont parler à telle ou telle personne. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est très propre à Pranathena. Ça veut dire, un exemple, on reçoit des enseignements au travers de Daniel, un enseignement de très très haute qualité, à un niveau très très élevé, hein, sur des aspects en physiologie, en biochimie, c'est assez poussé. Mais pour autant, si on commence à devoir apprendre, si on devait apprendre par cœur, par exemple certains morceaux de nos modules, et qu'on recrachait ce par cœur au niveau des personnes autour de nous que l'on accompagne ou simplement avec qui on discute, euh, ça peut devenir très vite indigeste. Et du coup, ça me semble très important justement de travailler à communiquer, sur des éléments qui peuvent être difficilement compréhensibles pour l'autre personne. Et ça aussi, des exercices pratiques, par exemple, que tu t'amuses à faire avec nous régulièrement, c'est de dire oui, mais alors plus simplement, en fait, tu me l'expliquerais comment, de manière imagée, quelle image tu choisirais, ou toi-même tu vas t'inspirer de l'image utilisée par l'un ou l'une d'entre nous. Pour pouvoir justement développer tel ou tel processus qui se passe en nous dans cette incroyable machine intelligente qu'est notre corps. Donc ça c'est important aussi de savoir que on apprend une façon de communiquer qui est très 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 particulière. Très particulière, mais du fait de sa particularité, qui sera rendue adaptée, abordable par tous, ou en tout cas Mhm. par une grande majorité. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a mis en place, une évolution qu'on a voulu mettre en place à partir de la deuxième promotion. C'est-à-dire que, effectivement, les enseignements des différents formateurs, y compris Daniel qui donne beaucoup d'enseignements qu'on appelle de la base de la naturopathie, c'est des enseignants qui ont tendance à aller loin dans la profondeur et dans la largeur et dans le détail. Et donc, ça rend la chose parfois théorique et bien qu'elle soit applicable en pratique, c'est pas toujours évident de faire le pont. Et surtout, c'est pas toujours évident d'en faire quelque chose de communicable. Il y a une différence entre enseigner à des futurs professionnels et que ces futurs professionnels prennent ces informations, les transforment, comme un système digestif aurait tendance à fragmenter, euh, assimiler, métaboliser, pour ensuite en faire une autre superstructure. Je sais pas, par exemple, je peux en faire de l'os, mais au départ, c'est pas ça que j'ai ingéré, c'est pas de l'os. Donc, toi, de la même manière que tu reçois de l'enseignement avec beaucoup de détails qui est dédié à devenir un professionnel de la naturopathie, il faut que tu sois capable de fragmenter tout ça, de le remétaboliser et en faire un transfert d'informations et de connaissances, d'enseignement adapté à un grand public qui n'a pas du tout prévu de devenir professionnel de la naturopathie. Lui, il veut juste comprendre pourquoi il a des emmerdes et comment il fait pour aller mieux. Globalement, c'est ça qui l'intéresse. Tu parlais tout à l'heure de l'ado. L'ado se contrefout de pourquoi c'est important de manger bien pour tel ou tel processus physiologique. Comment ça se fait que je me sens fou là? Et en fait, tu vois, l'ado, lui, ce qui l'intéresse parfois, c'est pourquoi j'ai des boutons. Pourquoi je transpire une odeur un peu forte quand mon déséquilibre hormonal est pas encore rééquilibré avec ma phase adulte. Pourquoi parfois certains vont développer une mauvaise haleine, qui peut au moment où on construit vraiment son soi et qu'on se scinde de la vision de nos parents et tout ça, bah, ça peut être extrêmement déstabilisant en termes de vie sociale, en termes de tout ça. Donc je prends des exemples concrets, mais c'est vrai que parfois, ça c'est des vrais problèmes des ados. Mais l'ado, il en a strictement rien à foutre de savoir que nos entérocytes sécrètent tel ou tel machin et tout ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de savoir qu'il y a des canaux, des aquaporines, des machins comme ça au niveau de notre intestin pour mieux absorber l'eau et que du coup, il faut qu'il boive à tel moment et surtout qu'il nettoie sa langue. En fait, il s'en fout. Tu vois, en vrai, quand on regarde concrètement, le commun des mortels se contrebalance de ce qu'on enseigne en naturopathie. Et donc le naturopathe n'est pas un donneur de leçons qui régurgite ce qu'il apprend, c'est un être doté d'une capacité
à assimiler, fragmenter, métaboliser et ressortir autre chose de construit dans la communication à l'autre, sans Mmh. jargon et surtout en se mettant à son service. Donc oui, on a décidé de rajouter ça. Ça, c'est un de mes rôles parce que c'est un peu une de mes spécificités d'être capable d'enseigner des choses très simplement, qu'on appelle vulgariser, à partir de mécanismes ou de choses extrêmement complexes de base. Et c'est vrai que j'ai cette capacité à vous amener des choses très simplement, très vulgarisées, même si derrière le fond est extrêmement complexe et donc du coup, il faut quand même bien le maîtriser pour pouvoir l'amener de façon simple. Et donc, c'est vrai que j'ai pris le leadership sur ça. Donc, je te remercie de le noter et d'en extraire de la valeur. Et donc, à chaque fois, on va s'amuser comme ça à dire, mais vous retenez quoi de ça? Mmh. Comment comment on interroge l'autre? Comment on fait pour enquêter là-dessus? On lui pose quoi comme question? Parce que si ma question c'est est-ce que tu laisses ton complexe migrant moteur suffisamment opérer au moins 2 à 3 fois par jour, là, tu vas te regarder en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle m'a pris pour une voiture, elle croit que je fais une vidange, c'est quoi l'histoire? Non, non. En fait, ça passe par comment factuellement et simplement j'interroge, comment factuellement et simplement j'image et je fais comprendre à quelqu'un pour qu'il se rende compte de l'importance d'éviter le grignotage, l'importance de mâcher son alimentation, l'importance de laisser du temps, le rapport entre pourquoi on lui parle de tout sa digestion et sa façon de manger, alors qu'en fait, ce qu'il m'explique, c'est qu'il a des maux de tête, il comprend pas le rapport. Ouais, mais si je sais faire le lien intelligemment et simplement, et non pas comme on enseigne la naturopathie, mais comme on transmet à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a pas prévu de devenir professionnel, ça change tout. Et tu vois, c'est vraiment un truc aussi qu'on a voulu mettre en place dans l'école à partir de la deuxième promo, qu'on va renforcer sur la troisième et inlassablement, bien évidemment. On est encore en train de passer un cap de, de technique d'enseignement qui sera également appliquée pour vous sous peu. En fait, et d'auto-évaluation, etc. En fait, tu vois, l'idée, c'est aussi de constater qu'un naturopathe, quand il communique sur Internet, la plupart du temps, en fait, sa communication, elle paye pas et elle lui permet pas d'avoir des clients qui viennent le voir. Voilà. Ça, pourquoi? Parce qu'en fait, il communique comme quelqu'un qui voudrait démontrer sa capacité à former en naturopathie. Il y a une grande différence entre vendre des formations en naturopathie et vendre des consultations pour être accompagné. Et en fait, ils communiquent quasiment tous comme des gens qui vendent des formations, mais ils en vendent pas. Donc du coup, en fait, ça marche pas. Les gens n'adhèrent pas, ne comprennent pas qu'il y a un truc potentiellement d'accompagnement, et puis qu'au jour où ils en parlent, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc ça le fait pas en fait. Et donc ça, c'était aussi un constat de dire comment on fait pour remédier à ça sans avoir besoin de faire juste un enseignement qui dit ne communiquez pas comme ça, communiquez comme si. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne une évidence. Donc pour que ça devienne une évidence, il faut que dès le départ, on vous apprenne à communiquer avec les gens. Et non pas que ce soit au travers de réseaux sociaux, de communication, de conférences, d'ateliers, peu importe, même de vos proches. Il faut que ça soit une évidence. Sinon, on sera toujours obligé de vous dire attends, c'est pas comme ça. Mais c'est pas notre but. On n'est pas votre gourou. On veut pas vous dire ce que vous faites bien ou pas. On veut vous dire comment vous pouvez communiquer avec le grand public, vous le démontrer et que vous en ressentiez les bénéfices de façon à ce qu'après votre communication soit déployable et que vous ayez encore plus de résultats. Donc nous, c'est une vraie démarche de ce résultat-là, il ne nous convient pas. Comment on fait pour remédier à ça en regardant c'est quoi les effets qui donnent cette conséquence, mais du coup, c'est quoi les causes qui créent ça à la base? Comment on fait pour modifier ces causes? Et entre autres, ben, on veut vous apprendre ça. Donc ouais, je te Mmh. remercie de le souligner parce que ça peut aussi, petit à petit, d'année en année, hein, c'est pas instantané, mais ça peut aider à communiquer mieux avec ses proches, mais surtout avec les gens qu'on va pouvoir accompagner. Ça, c'est clair. C'est très important. Et du coup, toi, Sandrine, si tu avais quelqu'un qui disait, bah voilà, je connais pas cette école, elle est récente, je suis pas forcément à l'aise. En plus, tu sais, voilà, je suis, j'en sais rien, moi, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou je sais pas où, ou bien en Afrique du Sud, au Congo, au Cameroun, il y a plein de gens qui nous suivent de ces pays-là et qui disaient, bah voilà, je sais pas trop, est-ce que ça va être adapté, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais à tous ceux qui doutent là de démarrer leur rêve et puis un peu qui connaissent pas l'école, quoi? Comment tu leur dirais tout ça? Bah, je dirais que je me baserais sur à leur partager ma propre expérience, à savoir de bien peser le pour et le contre dans leur vie qui sont les leurs.
Ça veut dire, voilà, se poser les bonnes questions, se poser les questions de savoir si, voilà, est-ce que mon entourage, direct, moins indirect, est prêt aussi à jouer le jeu, à me laisser le temps, dont je vais avoir besoin. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Essayer de, comment dire, donc, les aspects organisationnels mis de côté, avoir pris conscience aussi que on va être confronté à un certain nombre de réactions qui vont susciter, qui vont avoir des effets boule de neige aussi nous concernant. Donc il faut qu'on se sente prêt aussi par rapport à cela. Et puis s'inscrire, être capable de se dire voilà, quand je vais signer mon contrat, c'est d'abord un contrat que je signe avec moi-même avant de signer un contrat avec l'école. C'est où est-ce que je veux, où est-ce que j'ai envie d'aller, et est-ce que c'est pas se poser la question est-ce que l'école va m'emmener là où j'ai envie d'aller, c'est est-ce que moi j'ai envie de faire ce qu'il faut pour aller là où je dois aller. L'école, elle va nous apporter un tas de supports, un tas d'outils, un tas de conseils. Mais l'élément primo-déclencheur, c'est vous et rien que vous. C'est la personne, c'est personne d'autre, rien d'autre. Après, la différence de s'engager au niveau de signer un contrat avec Pranathéna, c'est de s'engager aussi à partager une vision du changement, à partager une volonté de diffuser cette vision, de diffuser ce changement. Plus on sera nombreux à s'inscrire dans une dynamique identique, enfin, en tout cas à faire partie de cette dynamique, plus le phénomène s'élargira. Là, on est vraiment sur de la physique pure et dure. Je veux dire, voilà, au niveau d'un atome, on a tout un rayon d'électrons qui tourne autour, et plus on a d'électrons, et plus, ma foi, l'émulsion se fait. Donc voilà, pour moi, en tout cas, ça fait partie des éléments qui peuvent être très motivants, mais aussi très déstabilisants. Et donc ça, c'est quelque chose auquel voilà, il faut s'engager. Parce que l'école, même dès le départ, je pense que même dès le premier interview, cette notion de s'inscrire dans une dynamique, on la sent. Donc voilà, les conseils que je pourrais partager à l'heure d'aujourd'hui, c'est se sentir prêt d'abord avec soi-même, se sentir prêt à s'engager avec d'autres dans une même direction, et de défendre des valeurs communes qui nous permettront d'avoir un discours, d'avoir un vocabulaire commun qui puisse être diffusé sur une large échelle, sur une plus large échelle. De faire des petits, développer. Oui. Voilà. En fait, finalement, il faut adhérer à cette vision. C'est-à-dire qu'on a une vision assez forte. Nous, on la décrit tout de suite. C'est quoi notre mission? C'est quoi notre promesse? C'est quoi notre vision? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Je pense qu'on peut la ressentir indépendamment des mots qu'on va poser dessus, que ce soit dans notre plaquette, que ce soit dans la présentation de l'école, que ce soit dans les entrevues avec les formateurs, les entrevues avec les étudiants, parce qu'on a quand même une des rares écoles à démontrer qui sont nos formateurs pour que vous sachiez tout de suite avant de vous inscrire qui sont nos étudiants, qu'est-ce qu'ils disent qui les arrange, qu'est-ce qu'ils disent qui les arrange pas, de façon très transparente. Il y a toute la matière nécessaire. Mais après, est-ce que je partage cette vision? Si je vais pas exactement à cette destination-là, qui est pas votre destination finale, mais qui est le trajet qu'on peut faire au minimum ensemble, ben en fait, il faut pas venir là, quoi, concrètement. Il faut aller là où ça vous parle vraiment. Et c'est important de faire ce travail introspectif. Alors nous, pour les gens qui veulent s'inscrire, ils remplissent quand même un paquet de pages de formulaires de candidature qui les aident, en fait, qui servent pratiquement qu'à une chose, c'est à vérifier pour eux que ça colle avec ce qu'ils veulent, et que ça colle avec leur histoire, que ça colle avec où ils en sont dans le présent. On fait un gros travail aussi là-dessus pour nous assurer qu'on n'amène pas des gens dans cette dynamique challengeante
avec avec effectivement des montagnes russes potentiellement émotionnelles, des montagnes russes en termes d'organisation, etc. On veut surtout pas prendre des personnes que ça déstabiliserait trop. D'ailleurs, il nous arrive régulièrement de refuser des personnes ou de leur demander d'attendre l'année prochaine parce que c'est pas le moment pour eux. On est très volontaire aussi là-dessus de pas prendre tout le monde si c'est pas le moment. D'abord, oui, est-ce que j'adhère à cette vision? Est-ce que cette aventure humaine commune, ça me parle? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que c'est un truc qui m'appelle? Si oui, faut tenter sa chance en candidatant et nous, on vous dira tout de suite si on identifie des choses qui posent problème. Sinon, c'est important aussi de le savoir. Et c'est pas grave en fait. Nous, on vous en veut pas. On n'est pas fâchés. On n'est pas. Enfin, il n'y a aucun problème. C'est OK aussi. Mais je pense que c'est important. Ouais. Ce que tu décris là, Sandrine, c'est fondamental. Et très souvent, les gens prennent des écoles pour des modalités. C'est-à-dire, la durée me plaît, le prix me plaît, la localisation géographique me plaît. Euh, il y a une personne dedans que j'aimais bien, mais j'ai même pas vérifié si j'aurais des cours avec. Des fois, c'est ça qu'on me dit. On me dit, ah, j'adore cette personne. Je lui dis, du coup, c'était cool les cours avec et tout. Moi aussi, je kiffe cette personne. Ah bah non, mais en fait, il y en a pas. Ou alors, il y a 2 jours sur 180 jours de cours. Ok, bon, c'est quand même pas pareil que de dire, je sais avec qui je vais avoir cours et c'est tous les mois. Par exemple, si on n'aime pas comment je parle, bah, c'est compliqué de faire un cursus chez Pranatena parce qu'on va se voir souvent. De la même manière, si t'aimes pas comment parle Pascal, comment parle Daniel Boussard, comment parle Nathalie Massé, comment parle Frédéric Belgeloun, comment parle Kimian Sartorius, comment parle Anitra Deras, tous ces gens-là qui sont des, 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 des piliers en fait de notre enseignement, bah, si t'aimes pas ça, bon, vaut mieux aller ailleurs où t'aimes bien, concrètement. Sinon, c'est compliqué. Donc nous, on préfère vous dire voilà comment c'est pas des suppositions, ça va être comme ça. Donc d'abord, tu vois, si ça te parle et que tu vas au même endroit que nous et que tout ça, ça te plaît, bah, c'est cool. Si ça te plaît pas, bah, trouve l'endroit où ça te plaît. Et c'est encore mieux. Je voulais te poser une dernière question que j'ai pas eu le temps d'aborder tout à l'heure sur la question des 1 an. Tu sais, tu disais c'est pas sur 1 an, c'est sur 4 ans, donc c'est cool et tout. Tout le temps, on me dit ouais, mais attends, 4 ans c'est long. Moi, j'ai besoin dans 1 an parce que dans 1 an, j'ai fini mon pôle emploi et je dois travailler. Il faut que je lance mon activité. Et les gens me disent est-ce que tu pourrais pas faire la même chose en accéléré en 1 an? Non, Qu'est-ce que t'en penses, Sandrine? non. Enfin, je, enfin après 6 mois de cours, je dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de pouvoir se lancer dans l'accompagnement d'une personne en s'adaptant à la personne et en analysant avec elle, avec son support, sa situation et d'essayer en tout cas de lui donner des clés pour que cette situation se voit améliorée. Ce n'est pas possible de faire ça en 1 an. Non. Enfin, je veux dire, non. Ou alors on se contente en effet de, euh, de faire oui, on butine, on va butiner, on va Et simplement, et puis on va, ah, imaginons que ce soit possible à la fin d'1 an d'accompagner quelqu'un, enfin avec cet enseignement-là, hein, on parle pas d'un autre, il y a plein d'autres enseignements qu'on peut apprendre en 6 mois ou en 1 an. Mais celui-là, imaginons que ce volume d'enseignement qu'on fait aujourd'hui sur 4 ans, si tu l'avais sur 1 an, ce serait possible d'accompagner. Mais du coup, que ouais, ça implique chez toi que là, ce que tu as fait en 6 mois, tu l'as fait en 1 mois et demi. non. Enfin, en tout cas, moi, dans l'absolu, je veux dire, même si en plus je fais partie de ces personnes privilégiées et j'en suis tout à fait consciente. D'ailleurs, j'en parlais il y a pas moins de 2 jours avec mes collègues de la promo 2 où on se disait, mais waouh, comment ils font ceux qui ont des enfants en très bas âge, qui ont des horaires de travail compliqués. Non, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que vraiment, je pense qu'il faut aussi, avant ouais, là, de lancer sa candidature, il faut vraiment être conscient que ça demande un vrai engagement avec des lettres majuscules. Ça, c'est évident. Un engagement pratique, je veux dire, voilà, d'être capable Organisationnel, hein, en termes voilà. de priorité. Priorité, organisation, logistique. Voilà, moi, pour exemple, moi, par exemple, cet été, je suis rentrée en Europe assez longtemps. J'ai emmené mon fils à certains endroits qu'on avait connus dans le passé. J'aurais pu me dire, ah, bah ouais, ça fait longtemps que je suis pas allée dans ces endroits-là, je vais en profiter à 200%. Ben non,
à un moment donné, j'avais un choix à faire. Oui, soit j'en profitais à 200%, mais ça voulait dire que je mettais de côté mes cours et donc j'allais devoir au mois d'août ou au mois de septembre tout rattraper. Soit je continuais mon rythme de travail que je me suis imposé depuis le départ, alors peut-être moins intense pendant quelques temps, mais dans la constance. Ça, c'est un choix Mhm. que j'ai fait. Mhm. Et donc, il y a plein de choses aussi. Il faut savoir, la constance pour moi, elle est importante. En tout cas, dans mon mode de fonctionnement, dans mon mode de fonctionnement à moi. Après, je reste convaincue, Renaud, que euh, tu ne peux pas mettre la qualité d'un enseignement en réduisant au maximum la durée. Ce n'est pas possible. Tu vois, pour Bah, moi, le parce qualitatif, qu'on a toujours refusé de le faire. On a c'est pas toujours ça. refusé de le faire et pour nous, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que j'observe que les gens qui se forment dans des durées courtes, très accélérées, très intensifs, mettent souvent autant de temps et d'années à se lancer que les gens qui se forment sur des durées plus longues. Donc nous, on a dit, on comprend que quelqu'un dans un an veuille commencer à avoir une démarche professionnelle. Mais c'est pas parce que il veut sa démarche professionnelle qu'il doit avoir intégré toutes les compétences et toute la transformation qui prendra plusieurs années. Donc on se dit chaque année sera certifiante avec un nombre d'heures conséquent et un niveau de qualité largement démontrable. Donc si quelqu'un veut faire une activité au bout d'un an, il a un certificat qui va avec, qui lui permet de le faire, d'être assuré, d'être dans les clous de la loi. S'il veut le faire au bout de 2 ans, il a un certificat avec un truc qui lui permet d'assurer son assurance, une pratique correspondante à ce niveau, et ainsi de suite. Donc en vrai, on Et, peut avoir une activité. et ça, c'est très important. Moi, par exemple, dans mon cas très personnel, c'est vrai que quand j'ai partagé comment dire, les différents, le modus operandi de Pranatena avec mon conjoint, hein, c'est vrai, quand je lui ai dit 4 ans, voilà, il m'a regardé même droit dans les yeux en me disant 4 ans, c'est pas rien. Est-ce que tu es prête à et c'est vrai que un des arguments que j'ai mis sur la table a été de dire oui, mais c'est 4 ans, mais c'est un processus. C'est un processus qui va au fur et à mesure. Ça veut dire qu'au bout d'un an, j'obtiens une première certification qui me donnera un niveau de connaissance et de compétence qui me permettra, en parallèle de ce que je fais, que j'étudie ou de ce que je fais, de pouvoir dédier certaines heures à des personnes pour les accompagner spécifiquement sur la base de ce que je connais. Donc ça veut dire que je vais démarrer d'un point de vue pratico-pratique dès la fin de ma première année, enfin dès la fin des 15 premiers mois, puisque notre première année dure un peu plus d'un an. Donc ça aussi, pour moi, ça a été un élément déterminant, en tout cas pour ce qui concerne l'appui de mon conjoint. Euh, voilà, où il m'a dit ah oui, alors vu comme ça a plus de sens pour moi. Et au vu de comment je te connais, de comment tu fonctionnes, je pense qu'en effet, ce modus operandi-là te correspondra plus qu'un tout autre modus operandi. Donc voilà, ça fait partie des éléments pour moi qui ont été qui m'ont permis de prendre la décision que j'ai prise. Et c'est important, tu vois, que tu le soulignes parce que c'est facile pour une école de dire non, non, nous on veut pas le faire. Parce qu'on pourrait dire c'est juste parce qu'ils ont envie et que ça les arrange pas et du coup ils veulent faire sur 4 ans et basta. C'est vrai, hein, ça bloque notre équipe que pour un mois, un séminaire par mois. Même si on avait X groupes en parallèle, ce serait facile sur 4 ans, contrairement à sur un an. On pourrait voir que ça, c'est pour ces raisons-là. Mais la réalité, c'est que pour nous, ce n'est pas possible d'opérer la transformation. Et on a beau vendre une formation avec du contenu, le plus gros du boulot, c'est une transformation qui s'opère pour que vous deveniez des professionnels de l'accompagnement. Donc on veut se laisser ce temps, mais on entend aussi que on a besoin de pouvoir travailler, on a besoin de pouvoir... Et puis en plus, il le faut. Il le faut parce que dans votre transformation, vous avez besoin de vous confronter à la réalité du terrain. Et Mhm. ça va vous donner des éléments qui vont permettre de passer un cap ensuite sur les enseignements. Parce que quand vous intervenez avec les formateurs, dans les modules de supervision, dans les webinaires de questions-réponses, dans tout ça, vous avez des vrais gens que vous côtoyez, à qui vous posez des vraies questions, sur lesquels vous bloquez sur des vrais cas, et où là, vous allez aller chercher le millimètre, en fait, avec les formateurs encore plus loin. Donc, on a envie que vous pratiquiez. Donc, forcément, on a dit, bah, comment on fait? Bah, nous, ça nous oblige, au lieu de faire un gros examen au bout de 4 ans, on est obligé de faire 4 examens. Donc, ça nécessite 4 fois plus de travail. Et puis, au lieu de machin, il faut faire des supervisions régulières. Parce qu'au lieu de vous dire, bah, vous ferez ça après,
et on vous vendra 6 mois d'accompagnement post-formation. Bah en fait, non, on est obligé de le faire dès le début, au bout de 6 mois, au bout d'un an, etc. Parce que il faut vous superviser pour que vous puissiez pratiquer, etc., etc. Donc du coup, c'est vrai que ça implique chez nous des décisions drastiques de qu'est-ce qu'on fait pour rendre ça possible. De la même manière que vous allez conseiller des choses aux gens et eux, ils vont devoir accepter que bah, y a des conséquences sur leur organisation, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre ces évolutions possibles? De la même manière que vous, qu'est-ce qu'on fait nous pour rendre possible chez vous le fait que ça va durer 4 ans et que ce processus, vous allez pouvoir lui permettre d'exister. Et c'est important. Donc ouais, je te rejoins. En un an, c'est impossible. J'ai vu ton nom, genre non, un an, genre vraiment impossible. Et en même temps, ça présente aussi des avantages, mais les inconvénients, bah, des fois, c'est aussi bah, dans la discussion avec les conjoints, avec la famille. Bah, 4 ans, c'est long. On avait pensé à tel truc. Est-ce que ça remet en question ça dans le foyer? Est-ce que tu pourras quand même développer une activité? Tout ça, c'est des vrais sujets à aborder en amont. Enfin, je te remercie de les évoquer parce que beaucoup de gens, tu sais, se lancent dans la formation presque un peu en mode bon, je vais pas trop le dire et puis on verra. On Non, verra. en fait, Ouais. il faut l'évoquer. Il faut vraiment l'évoquer. Écoute, Sandrine, je te remercie pour toutes ces précisions, pour tous ces partages. Je trouve qu'il y a énormément de valeur ajoutée pour les personnes qui peuvent s'interroger sur ce cursus, que ce soit chez nous, ailleurs, cet univers de la naturopathie professionnelle et de tout ce que ça implique chez quelqu'un, encore plus, voilà, à distance, à l'étranger, etc., etc. Enfin, ça a beaucoup d'implications et je trouve que c'est bien que tu puisses toi ou d'autres, dans la promo, puissiez en parler, que les gens aient de la matière pour se rendre compte de ce qui se passe, de tous les avantages aussi que ça présente, de plein de choses qui existent et que peut-être ils n'avaient pas identifiées, et de l'autre côté aussi des challenges et des défis pour pouvoir les anticiper au mieux, parce que personne va à la finale des Jeux Olympiques sans se préparer. Donc quand on se dit, bah, j'aimerais que tel truc prenne beaucoup de place dans ma vie dans les 4, 5, 10 prochaines années, bah, si à la place on lui laisse ça de place dans sa poche, ça va être compliqué que ça devienne ça dans sa vie. Donc naturellement, ben, c'est important de pouvoir anticiper et de connaître ses défis bah, pour s'y préparer au mieux. Et puis quand ils se présentent, ben, avoir déjà des éléments de réponse. Donc je te remercie beaucoup. C'était passionnant. J'espère que cet exercice t'aura permis aussi bah, de transmettre ce que tu avais à transmettre et que ça t'aura fait plaisir bah, de pouvoir impacter la vie de plein de personnes qui vont découvrir tout ça et peut-être d'accepter de prendre la tangente vers leurs rêves grâce à ton partage. Je trouve ça vraiment cool. Oui, Merci bah, à ça toi. fait partie des, tu vois, on parlait justement des, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme éléments différents. Bah, un interview comme celui-ci, c'est une approche différente parce que ça nous permet, nous, de pouvoir exprimer, enfin, de pouvoir partager un petit peu notre expérience. Mais quand on exprime, hein, quand on exprime quelque chose, il y a le fait de faire sortir cette parole, puis il y a tout le bonhomme de chemin que cette parole va aussi faire en nous, le fait de l'avoir partagée, tout ce qu'elle va aller chercher. Donc moi, je te remercie en tout cas parce que c'est vrai que quand tu m'as envoyé le petit message Messenger, je me suis dit ouh là là, qu'est-ce qu'il me veut. Et puis finalement, ouais, hésiter un petit peu. Est-ce que vraiment je serais très à l'aise par rapport à ce genre de choses? Et bah oui, bah ça fait partie des exercices un petit peu parfois challengeants, un petit peu frictionnants, mais c'est intéressant de pouvoir parler à d'autres de sa propre expérience et quelque part de se mettre un peu à l'extérieur de soi et de la regarder, de la regarder différemment. Donc merci à toi en tout cas pour cette expérience aussi. Bah, avec plaisir. Écoutez, pour ceux qui nous regardent, bah, dites-nous un peu dans les commentaires si vous trouvez qu'elle a bien fait de faire cette entrevue et de vous partager plein de choses. Sandrine, si vous l'avez trouvée à l'aise, si c'était pas trop galère et tout, malgré son hésitation lorsque je lui ai présenté le projet. Évidemment, c'est pratiquement tout le monde hein, qui frictionne un peu en mode j'ai pas l'habitude. Donc, est-ce que ça va le faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment ça se passe? L'inconnu, quoi, hein. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ça. N'hésitez pas à nous dire aussi où vous en êtes, quelles questions vous vous posez par rapport à votre projet, etc., etc. Si les paroles de Sandrine ont fait écho, est-ce que vous-même vous rencontrez des difficultés à faire accepter votre projet? Quand vous avez lu un livre sur les huiles essentielles et que vous en parlez à vos proches, est-ce que ça les fait chier de mettre en place des trucs?
Dites-nous un peu tout ça, ça nous fera plaisir. Et puis, bah, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, lâchez rien. Si vous voulez être naturopathe, lâchez rien, même de l'autre bout du monde, de l'Afrique, de partout. Et puis Ouais. à très vite. Bye tout le monde. Merci Sandrine. Merci Renaud. Bye tout le monde.